Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour. Salut Mehdi, El Kanafi, ça va ? Oui, ça va. On se surprend à chaque fois, comment tu vas me dire bonjour, comment tu vas me présenter. Ouais, comment, je ne sais pas, est-ce que je vais te choisir un nouveau blaze, un nouveau nom, peut-être la semaine prochaine, faut voir. Qui sait, est-ce que tu as passé une bonne semaine, c'était cool, est-ce que tu as pu jouer à des jeux que tu ne vas pas chroniquer ? Tranquille. Or, j'ai surtout passé du temps sur le jeu dont je vais parler aujourd'hui, mais... Attention, suspense. J'ai pu un peu essayer Sifu vite fait, alors j'ai juste fait le premier niveau, donc c'est pas vraiment l'expertise, je sais que toi et Ken, vous l'avez bien dosé. Ouais. Ken nous en parlera, je pense, dans un prochain Strike avec toute l'équipe. Ça sera le Strike du mois de mars. On n'en a pas fait au mois de février. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire Sifu, de le terminer. Mais là, c'est vraiment la période, je pense, où le ton qui va être sur l'ensemble de l'année, c'est que c'est la folie. Moi, j'ai déjà trop de jeux, alors que même les grosses bombes, j'ai pas commencé Horizon 2. Mais tu vois, par exemple, j'ai commencé, sur tes conseils, je crois, Infernax. Qu'est-ce que c'est ? Je vous en dis pas plus, mais allez voir qu'est-ce que c'est, Infernax. Ça sent la vieille 2D de l'époque. Mais en tout cas, j'ai trouvé un point commun entre Infernax et Sifu. Je vous en parle peut-être la semaine prochaine. Je suis aussi en toile de fond sur Holy World, qui est vraiment trop bien, et j'ai commencé par-dessus tout ça, comme si c'était pas suffisant, Edge of Eternity, un JRPG fait en France par des Nîmois ou Niçois. Je ne sais pas. Ça commence par Quelle salade, ça commence par Nîmes, par Ni. Ils ont été rachetés il y a pas longtemps. Je vous en parlerai aussi parce que c'est toujours intéressant, ces JRPG pas faits au Japon. Je t'ai dit qu'aller un jeu de 40 heures entre Elden Ring et Horizon 2, il y a la place quoi. Oui, il y a la place, ça passe. Large. Ça passe. Large. Mais cette semaine, on va parler de 2 jeux. Alors c'est Lost Judgment, étonnant. Du rétro gaming, un jeu sorti il y a 6 mois déjà. Donc 2021, c'est du rétro, clairement. Et Horizon Zero Dawn, alors là c'est de la préhistoire du jeu vidéo, c'est du 2017. La préhistoire. Zero Dawn, pas le Forbidden West. Oui, Zero Dawn. Si vous êtes chauffé tout seul. C'est ça. Mais on va faire le grand écart, on va vous parler aussi du film Uncharted qui est sorti cette semaine et on l'a vu Day One, donc on est vraiment au cœur de l'actu, mais aussi dans le rétro. C'est dans cette émission, vous retrouverez aussi l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur Spartacus et le projet Game Pass de Sony. Alors tout est parti d'un tweet qu'on nous a lancé après notre premier tweet d'annonce d'un Red Alert, où un tweetos mystérieux a tweeté simplement la PS5 n'a pas de lecteur CD. Voilà. Mais vraiment, pas de remise en contexte, rien. Il a lancé un pavé dans la mare. Alors, on a mis 2 jours à comprendre. On s'est moqué au début. que veut cet homme ? Que veut-il ? Bien sûr que oui, il y a un support physique. Et en fait, on a discuté en mangeant toute l'équipe et tout, et c'est Ken et Damien ont dit mais il a raison. C'est-à-dire, il a raison. Mais c'est que la PS5 n'a pas de lecteur CD dans le sens où si vous mettez un CD, donc audio, un format CD, la PS5 ne le lira pas. Pourquoi c'est un retour sûr ? Parce que on espérait tous les deux, et moi en l'occurrence... On espérait naïvement, on savait que ça n'avait aucune chance d'arriver. Merci pour le naïvement, parce que c'est moi surtout qui a porté cet espoir de dire que peut-être la PS5 allait connaître une rétro-compatibilité mécanique, c'est-à-dire que vous allez prendre votre petit CD, en l'occurrence de la PlayStation 1, le mettre dans la Play 5, et la console va le reconnaître, et vous permettre d'y jouer. Ça ne sera... patatras. Là, mais là, c'est une rupture, tu vois, c'est désespoir, tout se brise, s'effondre. Après, alors j'avoue, on n'y connaît rien là-dessus, mais si l'un de vous le sait, est-ce que c'est quelque chose qui peut se corriger par une mise à jour ? J'en sais rien, je vois pas par quel miracle. Pas une question de lentilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Autre retour sur, on passe et on salue ce tweetos, merci à toi de nous avoir éclairé. On passe sur tout autre sujet, retour sur Cyberpunk, donc un jeu qu'on a tous les deux bien apprécié et on lui a dédié un podcast EX, donc sur une émission dans laquelle on revient entièrement sur le jeu, on analyse du début à la fin, et là Cyberpunk s'est relancé en fait. Ouais, drôle d'époque, on avait fait un Red Alert où on parlait de ces jeux qui connaissent un peu une seconde chance avec FF14 notamment, ce genre de bail. Je sais plus lequel jeu était le support du sujet, je suis désolé. Pour FF, c'était pas 14, je crois, parce que c'était Reborn, c'est pas notre... C'était Alan Wake, voilà, les secondes chances. Ah oui, c'est pas... Et voilà, donc, mal, on se retrouve avec Cyberpunk, 1 an et 3 mois après sa sortie initiale, qui connaît en tout cas ce que CD Projekt aimerait voir comme une sorte de nouvelle sortie. Donc l'arrivée du patch next-gen, encore un correctif de bugs, avec même une nouvelle jaquette, etc. Donc c'est un peu le launch 2.0. Et c'est au-delà du bug, il y a vraiment du taf derrière, il y a du doublage qui a été fait, il y a des scripts qui ont été faits, c'est-à-dire des lignes de dialogue. Le jeu n'a pas été refaçonné, ça reste la même structure, ça reste le même jeu, mais il y a quand même du taf derrière. Ouais, et c'est vrai que donc, tous les deux, on l'avait fait dans des conditions idéales, sur PS5, Xbox Series X à l'époque, et on avait beaucoup apprécié. Et
Enfin voilà, j'ai envie qu'on milite un peu sur si vous êtes réfractaire, tentez le coup parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être découvert. Alors ça veut pas dire que c'est des projets et absous de ce qu'ils ont fait, hein, d'avoir forcé une sortie prématurée et qui, je pense qu'on les reprendra pas 2 fois, hein, vu le cataclysme qui en a suivi. Mais chat échaudé. Ouais, chat échaudé, craint l'eau froide. Et du coup, le jeu, je crois qu'il est même en promo. Il y a une version d'essai de 5 heures disponible. Donc, tentez le coup si vous avez une machine next-gen. Next-gen, pas par les générations précédentes. Là, ça restera toujours compliqué. Je pense que c'est dead. Mais si vous avez une machine next-gen, vous pouvez choper le jeu à 10 balles en solde ou j'en sais rien. Là, la promo agressive, hein, je crois que c'est jusqu'à début mars, c'est 30 ou 35 €, donc ça vaut carrément le coup. Hein, ça reste un jeu quand même récent de l'année dernière, gros triple A. La mise à jour est gratos, next-gen, hein, contrairement à ce qu'on disait la semaine dernière sur les différents caches chez PlayStation. Donc tentez le coup parce que le jeu le mérite. Enfin, nous on avait vraiment kiffé. Quoi. Ouais. Ou en tout cas, réécouter notre émission EX dédiée à Cyberpunk. Un film, BioShock, par Netflix. On vous a longuement et longtemps parlé de toutes ces adaptations de jeux vidéo sur grand écran. C'est notre truc, on aime bien. Il y a un Red Alert qui est carrément dédié. On a parlé du film Resident Evil, enfin le dernier. Et là, BioShock, Netflix, qu'est-ce que ça dit ? Bah, la surprise, parce qu'on l'avait pas vu venir. Hein. Le projet d'adaptation de BioShock au cinéma, c'est là aussi un serpent de mer. On en parle depuis peut-être 10 ans déjà. Le jeu a 15 ans, tu le vis, ce putain de coup de vieux. Tu le crois ? Tu le crois, ça ? Et écoute, je suis plutôt chaud parce que clairement, c'est un univers qui peut se prêter carrément bien à une adaptation ciné. Est-ce qu'ils sont allés exhumer le projet de Gore Verbinski, donc le réal notamment des Pirates des Caraïbes, qui avait bossé sur un projet d'adaptation, mais il avait dû reculer parce que le studio voulait pas financer un film rated R, donc interdit aux moins de 18 ans, parce que lui, évidemment, il voulait faire quelque chose d'assez violent, en accord avec l'univers de Rapture. Hein. On sait que Netflix, là-dessus, ils sont quand même beaucoup plus souples. Est-ce que c'est l'occasion ou est-ce qu'ils sont partis à zéro ? Donc, à voir, mais c'est cool. Après, bon, je pense qu'on a au moins 3-4 ans avant de arriver le produit. Quoi. Large. Je suis d'accord avec toi, je suis très chaud aussi, mais je pense que c'est l'une des licences peut-être les plus compliquées à adapter, hein, ne serait-ce que par le fait que le jeu était en vue à la subjective et qui... cette vue conditionnait plein de choses du scénario, la thématique, muet, en plus, la thématique exactement, le héros muet, la thématique du jeu, le twist du jeu, tout ça s'articulait autour de cette vue subjective, donc franchement pas facile. Ouais, mais en tout cas la licence BioShock reprend un peu des plumes, quoi. C'est quoi se remplume, parce qu'il y a un projet de jeu qui, alors c'est encore une rumeur, mais il y aurait une suite dans les tuyaux, donc le projet de film. Ça serait pas étonnant que les deux sortent de concert, en tout cas. Enfin, ça serait logique. Je vois la logique. Comme un certain Uncharted, dont on va parler dans quelques instants. Cinéma et jeux vidéo encore, hein, donc Sonic 2 arrive le 8 avril au ciné, c'est toujours important de le rappeler, mais bon, c'est pas gratuit. Hein. Il y a aussi le film Sonic 3 qui a été validé et en production. Ça y est, c'est fait, alors que le 2 n'est pas encore sorti, mais ce n'est pas tout. Hein. Une série sur Knuckles avec Idris Elba va être produite et diffusée sur Paramount Plus l'année prochaine. Et la bonne nouvelle, c'est que Paramount Plus devrait arriver via Canal Plus chez nous. Et il y a même des rumeurs comme quoi ça serait dispo tout seul. Ça, je n'ai pas vu vraiment de confirmation. Si. Enfin, moi, T'as vu les deux ? Ouais, pour moi, c'était une info officielle. Comme tu auras une appli télé ou une appli sur ton téléphone, donc, comme Netflix. Quoi. Bonne nouvelle pour... En tout cas, si Sonic 2 est aussi bien que Sonic 1, bonne nouvelle. Sonic 3 qui arrive, c'est une bonne nouvelle. La série Paramount Plus, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est le paradis pour toi. Si on vous avait dit, vous l'aurez même pas cru. Quoi. C'est un peu le paradis. Hein. Un big up à Ken qui est fan de Halo. Et bon, je crois que le trailer de la saison 1 de Halo ne l'avait pas trop plu, mais la saison 2, bonne nouvelle encore, est déjà confirmée alors qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est sur Paramount Plus. Voilà, c'est l'info bonus qui n'a un peu rien à voir. Mais voilà, il y a de ça bouge, côté série, jeux vidéo, tout ça. On finit ses retours par un gros morceau, un morceau même conséquent du podcast. On va rester dans le cinéma avec Uncharted, le film qui sort cette semaine, qui est sorti ce mercredi. Si vous nous écoutez, vous êtes un early auditeur, nous sommes vendredi, et donc il est sorti depuis 2 jours. Un projet, tu parlais de Serpent de mer tout à l'heure, un projet que Uncharted, ça fait aussi 10 ans qu'on a entendu parler, qu'il est annoncé. Les réalisateurs se sont enchaînés, et là on va se marrer. J'ai envie de te poser une question, combien d'après toi de réalisateurs se sont enchaînés, et tu vas voir que c'est rigolo. Il y a eu David O. Russell, en premier lieu, qui donc réalisateur Les Rois du Désert, Happiness Therapy, tout ça, qui était sur le projet avec à l'époque Nathan Fillion sur le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg qui l'a succédé aussi sur le rôle de Nathan Drake. Je vais pas faire à chaque fois tous les remue-ménages, mais c'était vraiment le bordel. Premier réalisateur. Second, il y a eu Neil Burger, donc Limitless, le réalisateur de ce film. Après, il y a eu Seth Gordon, donc Baywatch, le film. C'est pas toujours très glorieux, mais bon. Après, il y a eu Joe Carnahan qui s'est occupé de récupérer le script et qui a été pressenti pour réaliser le film. Donc c'est un réalisateur qui se fait qui fait pas
parler de lui en ce moment, donc il a sombré dans les limbes de l'anonymat quand même, parce qu'après un début de carrière. Non, là, dernièrement, il fait des films d'action un peu régressifs, un peu musclés, direct tout DVD. C'est du Amazon Prime, c'est Boss Level et Cop Shop. Franchement, ne sois pas dur parce qu'il y a beaucoup de grands noms qui sont sur les plateformes en ce moment. Après, il y a eu Sean Levy, donc Les Nuits au musée, Real Steel et Free Guy, que j'aime bien, donc qui était aussi sur le projet Uncharted. Ce n'est pas fini, il y a eu aussi Dan Trachtenberg, donc lui, il a pas fait beaucoup de films, mais il a fait notamment 10 Cloverfield Lane. Tout cool. Est-ce que tu crois que c'est terminé ? Pas du tout. Il y a eu Travis Knight, qui est lui le réalisateur de Bumblebee, et on arrive enfin, j'arrête ma liste, à Ruben Fleischer, donc qui est lui le réalisateur des deux Zombieland, donc Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland, et du triste Venom. Donc voilà. Merde, okay. Ah mince. Donc voilà, c'est lui, ce Ruben. C'est lui le réalisateur du film qu'on a connu. Donc Mark Wahlberg est passé du rôle de Nathan Drake au rôle de Sully. Voilà, comment prendre un coup de vieux. Tout ça pour dire, ce listing et ce name dropping pour dire que ce film a connu quand même une production assez compliquée. C'est clairement pas le film un chef-d'œuvre. On va vous donner notre avis, mais vu le parcours, je pense que ça aurait pu être une catastrophe industrielle, ce qu'il n'est pas à mon sens. Voilà, mais il aurait pu, tu vois, ce listing et tu regardes la prod. Ça aurait pu être du direct tout catastrophe en tout cas. Ouais, mais voilà, il y a Sony aussi qui a renforcé un peu l'arrivée d'une entité qui soit un peu là pour gérer ses licences et ses adaptations au ciné et en série. Je pense que ça a dû jouer aussi pour venir un peu supporter le truc. Première fois qu'on voit le logo de PlayStation Productions. Alors Naughty Dog, il restait quand même un petit peu en retrait. Il y a juste eu une interview dans les tout derniers temps, une interview croisée entre Neil Druckmann et Tom Holland, mais ils sont restés quand même assez en retrait là-dessus. Je suis pas sûr qu'ils aient été beaucoup consultés, mais en tout cas voilà, ça a été fait avec sérieux. Après voilà, qu'est-ce que tu as pensé du film, voilà, en 2 mots, après on va rentrer un peu dans le détail. Même en un seul mot, c'est ce que je te dis en sortant de la salle, je trouve que c'est un film correct, donc qui est pas extraordinaire, qui est pas une catastrophe, voilà. Sony n'a pas à avoir honte de son premier essai dans le domaine. T'as trouvé ça divertissant ? Divertissant, mais bon voilà, il y a quelques trucs qui me chagrinent, notamment dans le scénar, donc je vais pas en parler pour pas spoiler, mais si c'est un peu le résultat, tu vois, plancher qu'on doit attendre des adaptations de PlayStation au cinéma et en série, ça me va. Je suis d'accord, c'est pas honteux. C'est vrai qu'il y a un côté un peu lisse, un peu Disney, même bien que Disney n'ait rien à voir, mais il y a ce côté hollywoodien très policé qu'on voit en ce moment. Qui veut te choquer personne. Oui, c'est clair. Donc il y a certaines scènes où on aurait pu voir un peu plus de sang. Alors moi, je suis pas pour le gore, je m'en fiche, mais ça choque un peu. Tu te dis, pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est trop... C'est calibré pour la famille. C'est vrai que ces films d'aventure, de toute façon, ont un peu cette vocation-là. Donc, on est dans la lignée de ces adaptations des Indiana Jones wannabe, avec les Benjamin Gates, avec La Momie. On est quand même un cran en dessous, je trouve, sur par exemple, La Momie, que je trouve très cool. La Momie. C'est marrant parce que c'est un film, donc vraiment, tu parles des Indiana Jones-like. En tout cas, c'est un film d'aventure très cool, très bonne humeur, où en fait, les protagonistes en frôlent la mort toutes les 30 secondes, mais prennent ça avec le sourire. Avec humour et avec le sourire. C'est un film qui est fidèle, je trouve, au canevas du genre, qui est un genre qui est très très codifié. Il y a des chances qu'on vous en reparle bientôt. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas forcément une prétention d'être un grand film non plus, mais est-ce que c'est pas l'héritage aussi de ce genre de film ? Est-ce que, hors Indiana Jones, Mommy que tu as apprécié, est-ce qu'on est quand même dans des films de gros calibre, des chefs-d'œuvre du cinéma ? Je ne sais pas non plus. Indiana Jones, je pense, fait partie des chefs-d'œuvre du cinéma, mais la façon dont ils ont été imaginés et réalisés et produits donc par Spielberg et Lucas, c'était des films qui avaient juste comme ambition de divertir, des films popcorn, ce qui aujourd'hui peut être vu comme quelque chose de négatif, alors qu'à la base non, c'est une ambition très très noble. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le but, c'est de donner du plaisir aux gens, et Indiana Jones est parvenu haut la main. Là, je pense qu'on y est quoi, en tout cas. Moi, je trouve ça un peu mieux que Benjamin Gates. J'ai jamais été trop accroché avec ces films. Et je trouve que c'est au niveau... Alors, c'est peut-être un peu moins bien que les Pirates des Caraïbes dans ce délire-là. Jungle Cruise, très récemment, qui est sorti, que je trouve vraiment très qualitatif dans cette ambition de faire vraiment du sympa, du divertissant, du grand spectacle, quoi. C'est très cool. Juste pour rappeler, ce Uncharted, c'est une origin story. Ce n'est pas le Nathan Drake et le Sully qu'on connaît dans les jeux. Ouais. Ils sont tous beaucoup plus jeunes. Ils sont tous beaucoup plus jeunes. Donc, on a un Tom Holland qui campe le rôle de Nathan Drake dans son post-adolescence. Il a 25 piges, quoi. Un petit homme. Ouais, voilà. un petit homme. Et donc, du coup, c'est assez appuyé. Ça, c'est que, par exemple, au début du film, il va va bousculer un personnage qui va tomber dans le vide. Il va s'excuser. Je trouve que c'est grossier, mais c'est tout à fait logique. Nathan Drake ne va pas
tirer de coups de feu dans ce film-là. C'est quand il va commencer à devenir un aventurier qu'il va faire ses premières passes d'armes, quoi. Oui, le film se termine en gros et avec Nathan est devenu un aventurier, quoi. Donc il commencera sa carrière. C'est là où il va récupérer un peu son costume, son attirail, attirail entre guillemets. C'est plutôt inspiré des épisodes 3 et 4 de manière un peu surprenante, avec cette fameuse le money shot, donc la scène dans l'avion. Ça c'est Uncharted 3. Voilà, avec même le flashback du début d'Uncharted 3 où on voit la rencontre entre Sully et Nathan, si je dis pas de bêtises. C'est Uncharted 2 aussi, il est dans le train et c'est un flash forward et tu arrives dans le train à la fin du jeu et ça c'est typique du film qu'on a vu. Et le 4 effectivement c'est la plus grosse influence du niveau du scénario global. Oui, parce qu'il y a des personnages, alors je sais pas si tout le monde est au courant mais on va pas spécialement le dire, mais des personnages qui ont été intégrés dans Uncharted 4 qui font leur venue dans ce film là. Justement le pont entre le jeune Nathan Drake et celui qu'on connaît dans les jeux, je vais faire une corrélation avec la musique de Ramin Djawadi, donc Monsieur Game of Thrones pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait la bande son, qui n'est pas appréciée de tous, néanmoins à la sortie du cinéma on en discutait tous les deux, tu me disais je m'en souviens pas vraiment de la musique, elle est pas marquante, elle est pas spécialement marquante. Le thème principal de Uncharted est utilisé avec parcimonie et je trouve que alors je sais pas si c'est volontaire et si le sens que je lui donne est réel, en tout cas moi je trouve que c'est tout à fait logique et intéressant dans le sens où en fait vraiment le motif et le thème principal tu l'entends que 2 fois dans le film, plutôt à la fin du film, quand il va y avoir un petit peu tu vois de souffle épique où l'âme du Uncharted qu'on connaît est insufflée dans le film et le thème principal, le vrai, celui qu'on connaît complet, entier, ne sera entendu qu'au générique de fin, ce qui a du sens parce que c'est au moment du générique de fin que la passerelle est faite avec le Uncharted qu'on connaît nous, et donc ce thème est relié au Nathan Drake qu'on connaît nous, qui est plus adulte, qui est un aventurier, donc je trouvais que ça avait une certaine forme de sens, quoi. Le thème naît avec le héros quelque part. Exactement. Et justement un petit mot aussi sur les bandes annonces, tout ça. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses dans les bandes annonces. Moi, je m'étais pas spécialement intéressé, j'avais juste regardé une ou deux, et il y avait vraiment ce money shot, cette scène du cargo de Uncharted 3 qui est repris dans le film. Et en fait, je trouve que c'est twisté de façon assez intéressante parce que c'est la scène du début du film en fait. Et il y a des surprises qui arrivent par la suite. Et en fait, il faut se rappeler que dans Uncharted 3, le jeu avait été quand même pas mal gâché par la communication de Sony et du studio qui avait vraiment tout révélé, des grands moments de jeu d'Uncharted 3. Alors je sais pas si c'est volontaire non plus, mais il y a un petit twist aussi dans le sens où on nous a fait croire qu'on nous avait tout montré et finalement dans le film il y a encore des petites surprises. Ouais, il y a quand même de quoi. J'ai un tout petit regret, moi je trouve que ça aurait pu être un peu plus exotique. Dans les décors, dans les destinations. Ça reste un poil sage. Ça reste un poil sage, peut-être un poil cliché, c'est vrai qu'on joue sur les plages, l'eau turquoise, les criques, tout ça. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un petit truc en plus, moi c'est que et ça, c'est vraiment très 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 souvent avec ces films d'aventure, c'est la sensation d'inexplorer. Alors c'est pas exactement ce que tu dis toi, c'est pas le côté voyage, ce genre de truc, c'est inexploré dans le sens où les scènes et les lieux en fait que les gens visitent dans ces films-là, c'est censé ne pas l'homme n'a pas pu fouler en fait ces lieux depuis des centaines et des centaines d'années. Et c'est le principe de ces Indiana Jones, c'est qu'ils trouvent en fait des caves, des cavités, des endroits en fait où les gens ne sont pas allés. Et je trouve que ce sentiment d'inexplorer, ce qui est con pour un film qui s'appelle Uncharted, pas faux, mais j'y crois pas trop. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, ils vont à Barcelone et ils vont dans des souterrains qui, grâce à 2 clés qu'ils ont galéré pour avoir, dans des lieux ça fait des siècles que personne n'y allait. Alors t'as un petit twist où t'as une boîte de nuit. Ça c'est rigolo, mais en fait vraiment à un moment ils sont à la fin de leur périple, hein, tu vois, ils sont vraiment dans la salle du trésor et en fait t'as Mark Wahlberg qui est dans la rue au-dessus et en fait qui les regarde par une ouais, c'est pas si planqué que ça. Alors c'est pas du tout la notion de réalisme, de réalité que j'entends, tu vois, par exemple la gravité, c'est une notion particulière dans ce film-là, ils font un petit peu nawak avec tout ça. Mais c'est vraiment Uncharted, les Indiana Jones, tout ça, c'est inexploré, c'est les premiers, ils sont là, les premiers à aller voir. T'as des toiles d'araignée, tout ça, mais j'y crois pas. C'est un peu trop propre, trop clean. Tu fais, mais d'où Mark Wahlberg, il regarde la salle du trône par une bouche d'égout, et genre personne ne s'est jamais dit, tiens, c'est quoi ça là ? Les voiries de la ville sont pas très curieux quand ils s'explorent. Oui. Bon, à la fin du film, je ne spoil rien, mais bon, c'est une crique, tout ça, et tu arrives dans un lieu un petit peu secret. Tom Holland, il saute, il plonge là, il fait, hop là, il sort la tête de l'eau, il fait, ah super, je suis dans un lieu complètement secret, lieu qui en plus a une ouverture sur le ciel. Tu vois ce délire de inexploré ? Ouais, ça reste très très léger. Ouais. Tom Holland, on a un petit mot, il est cool. Est-ce que tu trouves qu'il fait un Nathan Drake sympa ?
Il est cool, après il est dans son perso qu'on le connaît, dans Spider-Man et tout, je trouve que il se transfigure pas son jeu d'acteur non plus. Non. Il y a des petits détails où il essaie de montrer qu'il est plus âgé, tu vois, genre il essaie de le faire un peu picoler et tout. Ah oui. Ça, ouais. Enfin, bon, c'est vrai qu'après il a toujours cet aspect un peu juvénile, mais bon, je l'apprécie plutôt Oui. pas mal. Hein, comme, C'est un peu comme le acteur, golden boy du moment quand même, tout ce qui touche. Bon, après, j'ai envie de me donner des claques parce que je vais parler de physicalité. Donc, Allez, ta gueule. mais franchement, c'est stylé ça. Enfin, vraiment, il est bus de ouf. Les mecs trop fans. Mais ça se sent, tu vois, que il assume derrière les cascades. Alors, il est doublé de temps en temps, mais il y a plein de plans qui sont longs où on le voit. Ouais, il assure. Il assure derrière. Je trouve la relation avec Mark Wahlberg est intéressante aussi. Ils vont pousser de la fonte ensemble le matin, je pense. Après, Mark Wahlberg, il a un héritage aussi. Il a déjà poussé pour d'autres films et il a gardé des bons restes. Il a gardé. Voilà pour Uncharted. Est-ce que tu as un petit mot en plus à ajouter Tu vois, par exemple, moi, juste un truc sur la mise en scène. Je trouve ça dommage de dire qu'il a aucune prétention de réalisation, de cinéma, dans le sens où, même si c'est du déjà vu, du bas du front, non, enfin, je vraiment, par exemple, la première scène, le foreshadowing qu'il y a vraiment une notion de point de vue qui est très intéressante, qui est déjà vue, mais là, une scène qu'on voit deux fois, pas par le même angle, t'as 2-3 plans séquences qui sont intéressants, t'as des plans qui sont originaux, c'est pas, voilà, ça casse pas des briques, hein. Je dis juste que il y a quelque chose derrière. Et est-ce que les Galions, tout ça, on sait dans la bande-annonce ou ça se dit pas? Je pense pas. Je dis rien. Mais voilà. Il y a une bataille qui est pas censée se passer quelque part et qui se passe dans la réalisation. Bref, ça, je peux rien vous dire, mais à la fin, c'est pas mal, je trouve. Ouais, en tout cas, je sais pas, ça sera déjà peut-être trop tard à l'heure où je parle, mais si vous y allez voir le film sans en attendre grand chose, comme c'est notre cas, je pense qu'il y aura plus de chances que vous soyez agréablement surpris. Si vous y allez avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, là, je pense forcément, ça sera la douche froide, quoi. Je suis d'accord. C'est vrai je pensais que ça allait être éclaté, quoi. Enfin, que ça allait être dans la longue lignée des tristes adaptations, parce que c'est vrai qu'on est bon. On n'a pas de chance des adaptations de jeux vidéo. Ouais. Enfin, on en parlait, on est un peu au niveau du Tomb Raider, le reboot, non? Ouais, celui avec, Alice Weekender. Oui, Weekender. On a bloqué, on a bugué tous les deux. Voilà pour Uncharted, le film. Si vous dites-nous si vous l'avez apprécié, si vous êtes allé le voir. Je crois que déjà sur Twitter, il y a 2-3 personnes qui l'ont vu, qui ont dit c'est de la demeure. Dommage, franchement, c'est triste. Coucou, c'est toi de lancer. Tu vois, on n'a même pas commencé l'émission, 21 minutes. Ah là là, les gens sont impatients, ils attendent le top 3 là. Enfin, non, c'est pas le top 3, calmez-vous. Là, c'est un jeu que tu as fait. C'est un rattrapage de 2021. Oui, on a le droit là. Tu me dis c'est du rétro, c'est vieux, machin. Lost Judgment, 6 mois, sorti en septembre dernier. Alors avant de démarrer, je vais quand même te poser une petite question. Est-ce que pour toi, une bonne histoire, donc un bon scénario, peut suffire à faire un bon jeu? Alors avant que tu me répondes, parce que je vais quand même te laisser le temps de la chronique pour réfléchir, parce que c'est un peu te prendre de court, je vais retracer un petit peu mon état d'esprit que j'ai eu en jouant à Lost Judgment. Donc là aussi, toi comme moi, on a été un peu élevés par les jeux vidéo japonais, tous les deux, sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur Master System, sur PlayStation. Mais avec le temps, on a vu l'émergence de titres occidentaux de qualité arriver, comme les BioShock, Uncharted, Dead Space ou Assassin's Creed. Et du coup, sans dire qu'on l'a délaissé, mais on a un petit peu, on jouait de moins en moins aux jeux typiquement japonais. Il faut le dire. Et le jeu japonais, il a eu un petit peu du mal aussi à passer la transition de la génération PS3 360. Donc on sait que là-dessus, ça a été assez compliqué. Donc voilà, parmi ces titres japonais, le peu qui ressortait de ce marasme, il y avait notamment la franchise Yakuza qui a émergé sur PlayStation 2 et qui était un petit peu le fer de lance de l'industrie du Japon là-dessus. Parce qu'on fait pas plus japonais que les jeux Yakuza là-dessus, ça c'est clair et net. C'est clair. Alors je parle de franchise Yakuza au global, mais ça englobe les titres du Ryo Gakotoku Studio, donc avec les jeux Yakuza canoniques, avec moult spin-off, des Yakuza zombies, il y a eu des Yakuza dans le temps féodal du Japon. Qu'on n'a jamais connu en France et en Occident, je suis très triste. Mais ça peut peut-être changer, ouais. J'ai très envie d'y jouer. Et donc on a Yakuza un 7ème épisode aussi qui est arrivé avec un nouveau départ, un nouvel héros, et un gameplay qui délaissait l'action pour le JRPG. Et pour contenter a priori les fans de la première heure, ceux qui aiment bien se castagner, Sega, je suis matrixé. Sega avait lancé un spin-off Judgment, donc qui remet en avant des combats en temps réel façon beat'em all, et qui lui cette fois propose d'incarner un avocat / détective plutôt qu'un Yakuza, donc dans le côté un peu plus respectable de la loi, on va dire. Vite fait. Voilà, qui était Tu fais le début du 1 mois Judgment, il a sa méthode à lui, quoi. Ça casse des bouches, ça reste un petit peu un rebelle. Mais c'était intéressant parce que Judgment et Lost Judgment va devenir vraiment la continuité de la série Yakuza, là où Yakuza 7
Like a Dragon. Like a Dragon est devenu, alors pas devenu un JRPG parce qu'il y avait vraiment, tu nous en parleras sûrement, beaucoup de choses qui reliaient le JRPG à Yakuza, mais Yakuza 8 du coup sera sûrement un jeu dans cette veine-là, avec des combats au tour par tour. Donc les fans de Yakuza du temps ancien, des Shenmue-like, en fait vont peut-être se tourner vers Judgment et Last Judgment. Exactement, parce qu'on sait que Yakuza 7 a rendu chaque fois un peu triste certains joueurs justement par ce côté JRPG. Alors tu parlais de vieux fans, on est un peu des anciens de Yakuza, parce qu'on était là Day One sur le premier épisode à l'époque, mais après moi j'avais un petit peu délaissé la série après le 2, donc j'avais pas touché un épisode depuis longtemps. J'avais tenté un peu le début du Yakuza 7, mais j'avais pas envie de me lancer dans un grand JRPG, parce que j'ai déjà d'autres jeux du genre sur le feu. T'as le prologue qui t'a assassiné surtout. Le prologue qui m'a assassiné de 5 heures, qui est très, très bavard, on va y revenir. Et Lost Judgment, pour le coup, il aiguisait un petit peu ma curiosité, parce que j'avais vu passer de super critiques, et pour beaucoup, c'était présenté un petit peu comme le chef-d'œuvre du Ryo Ga Gotoku Studio, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de revenir sur la série. Et là, j'avoue, les débuts ont été ultra poussifs, donc ce fameux jeu japonais qu'on avait un petit peu laissé derrière nous, hyper rigide, avec des séquences de jeu très très compartimentées, super old school, j'ai eu un petit peu du mal. Et tu parlais de Yakuza 7, le prologue m'avait un petit peu refroidi là-dessus, c'est pareil, c'est très très bavard, très dirigiste, très linéaire. Fallait un peu que je me mouille la nuque pour revenir un petit peu là-dessus, donc ça a pris quelques temps. Le Japon, on en parlait la semaine dernière, Pokémon Arceus, il y a eu quoi juste avant où t'avais des prologues comme ça de l'infini, t'as les Monster Hunter et donc en l'occurrence le Rise qui est sorti sur Switch, aussi, alors c'est pas verbeux pour être verbeux comme ça peut être sur Yakuza, mais t'as quand même le temps long. Le côté très tuto aussi pour t'apprendre à jouer. Mais tuto pas ludique. Ouais, voilà, et c'est d'abord je t'apprends tout d'un coup, et après démerde-toi plutôt que de faire ça progressivement. Et rappelle-toi surtout, souviens-toi, c'est important. Donc il a fallu quand même que le scénario se déclenche un petit peu pour me raviver un petit peu mon intérêt, parce que donc le jeu va mettre en scène un avocat, un détective qui enquête donc sur une... Alors je vais pas rentrer dans les détails sur le scénar parce que ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à creuser, mais en gros il y a un ancien policier qui est arrêté dans le métro pour attouchement sur une nana, et après son jugement, donc il déclare à la police: vous avez retrouvé un corps il y a pas longtemps, un cadavre en train de pourrir, ce corps c'est tel mec. Comment peut-il savoir ça? Parce qu'il était en prison au moment où le corps a été découvert. Donc voilà, ça va lancer toute une histoire assez rocambolesque. Okay. Et en plus de ce scénar, donc le jeu va s'articuler autour de 4 piliers de gameplay. Donc on a la filature, où tu dois un petit peu suivre un personnage en question. Donc là aussi, quand je disais le côté archaïque, c'est que pour l'observer, tu dois te rendre dans un petit carré coloré, donc te fixer là-dessus pour pouvoir regarder le perso. Si tu dois te faufiler, ça reste toujours très très encadré là-dessus. Tu as des phases d'escalade, donc là aussi, c'est long, c'est lent. Le temps, la caméra va te montrer le chemin à parcourir. Ça prend 30 secondes alors que tu as compris direct où tu dois te rendre. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a droit à des Assassin's Creed déjà il y a 15 ans qui étaient beaucoup plus fluides sur ces périodes d'escalade. T'as les phases d'enquête aussi qui sont là aussi très très encadrées et très faciles. En gros, tu passes en vue subjective, tu dois inspecter l'environnement, mais t'as la zone qui est délimitée par des murs invisibles. En gros, c'est comme si t'avais une zone la taille de notre pièce, là, donc je sais pas, 3 mètres carrés, quoi. Immense, tu veux dire. Et tu ne pouvais pas en sortir parce que avant que tu puisses trouver ce qu'il faut, quoi. Y a la baston quand même qui s'en sort le mieux. Là aussi, l'héritage de Shenmue, c'est quand même plutôt cool, plutôt jouissif. Il y a une bonne patate dans les combats. Ah, ça t'a convaincu, ça. C'est cool parce que tu apprends, avec de l'expérience, tu peux apprendre des nouvelles techniques et tu peux varier entre 3 styles de combat qui sont un petit peu adaptés à différentes situations. Mais ça devient quand même assez vite facile et bourrin, tu vois, les bastons. Dès que tu comprends un petit peu que il suffit de te blinder d'items de soins. Donc là, tu peux acheter dans les combini j'allais dire des sandwichs, mais des sushis, machin. Enfin, t'achètes quantité de bouffe qui te servira d'items de soins. Et là, je veux dire, t'es paré pour tout le jeu, quoi. Donc, après, t'es le meilleur bêta-testeur, et je vais pas défendre le jeu que je n'ai pas fait, mais c'est vrai que si toi t'as une faille, et que tu comprends que le jeu, tu peux finir le jeu en faisant un coup qui passe tout le temps, tu le feras. J'appelle ça l'efficacité. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est que vraiment il faut que les jeux, à toi c'est important, c'est te stimule et t'oblige en fait à utiliser l'ensemble du panel pour t'en sortir. Ouais. Et c'est vrai que chers amis développeurs, ne laissez pas un coup plus fort que les autres. Sinon Nicolas Coursier va filer droit, quoi. Donc voilà, cette partie ludique, donc 4 piliers, donc la baston qui est plutôt cool, mais sinon c'est les phases d'enquête, la filature et l'escalade qui sont très très compartimentées, très encadrées, et pas folichonne vraiment. La partie ludique en gros n'est pas ouf à jouer là-dessus, c'est quoi. 4 boîtes, quoi. C'est que
tu peux pas escalader partout dans la ville, tu peux pas espionner tout le monde quand tu veux, est-ce que tu peux casser la gueule à tout le temps quand tu veux? Non, t'as des mecs qui vont venir te faire chier comme dans des JRPG, tu sais, un peu comme dans le premier Yakuza, dans la rue où des mecs vont t'embrouiller. Ah oui, le premier Yakuza c'était vraiment du JRPG, t'avais même un chargement, une séquence qui se chargeait et là hop tu pars. Alors là c'est seamless maintenant, donc mais tu leur casses la bouche et après tu continues ton histoire. Tu peux fuir? T'as essayé ça? Tu peux fuir. Ah cool. Donc là-dessus, voilà, on a ce côté un petit peu vieux jeu Jap de l'époque. Hein. Alors le titre copie quand même un petit peu les jeux occidentaux, mais pas forcément pour les bonnes choses, parce que t'as du loot genre qui traîne partout. Donc tu te balades dans la rue, t'as un mégot de cigarette, et qu'on sait justement la propreté au Japon, ça c'est un peu contre-productif. C'est très sale dans les carrés où ils peuvent fumer quand même. Ouais, alors c'est marrant, t'as les petits carrés pour fumer aussi, c'est rigolo. Et donc, t'as quand même quelques options qui facilitent un petit peu la vie, l'exploration. Donc, par exemple, tu as un skate pour te déplacer. Ah. Et ça, notamment, quand tu veux fuir un combat, ça peut être très pratique. Et alors, c'est marrant parce que c'est des pseudo-mondes ouverts, mais en gros, c'est 2 quartiers, un de Tokyo, un de Yokohama. Et c'est minuscule, en fait. C'est vraiment 4 rues qui se croisent. Hein. C'est vraiment un petit quartier. Mais t'as quand même ton skate pour te déplacer. T'as les taxis qui te permettent de te... TP un peu. Te téléporter d'un endroit à l'autre. Est-ce que c'est mieux que dans Deadly Premonition 2, le skate? Parce que c'est important, ça. Alors, j'ai pas joué à Deadly, mais en tout cas, techniquement, je pense que c'est quand même un petit peu plus solide. Parce que c'est sympa, t'aimes bien naviguer dans la ville grâce au skate. Tu le sors et tu le ranges quand tu veux. Oui, c'est très... Il met où le skate, d'ailleurs? Il le met dans son dos? Il le sort du dos, oui, dans son sac magique invisible. D'accord. Il a même pas de sac. Marrant, c'est... Non. C'est marrant, c'est t'as le côté très Japon, c'est tu peux être le skate sur la route, mais si tu vas sur le trottoir, bam, le skate, le perso arrête de faire du skate, parce que faudrait pas bousculer des piétons, tu vois, dans les allées piétonnes, c'est le respect, faut pas renverser des gens, quoi. Je comprends. On parlait du côté technique et Deadly Premonition, mais là, le jeu est très très propre, ça c'est pour le coup plutôt à la pointe de ce jeu japonais qui là-dessus a su évoluer, donc ça reste, tu vois, il y a quand même des murs invisibles, t'es très cloisonné dans un quartier pas immense, et je trouve que t'as un côté un peu carré, un peu géométrique, tu vois, c'est très propre, très bien fait, mais tu vois, sans la modélisation, tu vois, il y a pas d'aspérité, ça manque un peu d'un côté organique, hein, c'est tout qui est très... C'est le Japon. C'est le Japon. C'est ce qu'on aime aussi. Ou pas. Donc voilà, premier abord un peu compliqué, faut quand même avoir une affection pour les jeux Jap à la base, hein. Si vous avez délaissé les jeux japonais encore plus que nous, que vous y avez même peu touché, je pense que ça sera un petit peu le choc sera rude. Oui, douche froide quoi. Donc voilà, on sait que le Japon a eu du mal à se remonter un peu, à revenir un peu dans le game des jeux un petit peu plus évolués techniquement. Plus moderne, quoi. Et là, c'est vrai que Yakuza, ça reste un des porte-étendards du AAA japonais, donc ça fait partie des représentants les plus fiers là-dessus, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que Yakuza 1, à l'époque, je sais qu'on était bouillants tous les deux, parce qu'en fait, c'était juste Shenmue 3, quoi, qu'on n'avait pas à l'époque. C'était l'héritage de Shenmue qui n'existe plus, mais il y a un studio qui va en fait reprendre cet héritage. Sauf que Shenmue, à l'époque, c'était le jeu le plus cher qui existe, c'était une révolution de gameplay. Le plus beau jeu du monde. Le plus beau jeu du monde, qui était innovant, qui était moderne, qui avait plein de choses pour lui, en fait, pour faire avancer ce média. Yakuza a repris ça à son compte, et quand tu regardes aujourd'hui, des dizaines d'années après, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que, en fait, c'est toujours un peu le même canevas, mais de l'époque. Là où, en fait, Shenmue était révolutionnaire, Yakuza s'en est inspiré, finalement, cette formule, elle a pas su évoluer avec le temps. Ouais, bon, il y a eu des petites améliorations ponctuelles et tout, mais ça reste fondamentalement le même principe que le premier Yakuza, hein, vraiment. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on compare beaucoup à Shenmue. Shenmue avait ce côté beaucoup plus contemplatif, ce côté beaucoup plus axé sur voilà la vengeance, la quête de vengeance d'un perso. Les Yakuza, l'ambiance en tout cas est complètement différente, mais le canevas de jeu reste effectivement assez Shenmue, assez l'important, identique, c'était pas le scénario. Exactement, et tu m'offres une transition formidable, parce que là, pourquoi je me suis accroché? Parce que la sauce a commencé à prendre avec le scénario qui se déployait un petit peu. Alors le scénar est quand même porté par une mise en scène travaillée, ça il faut le noter, c'est pas forcément toujours le cas non plus là-dessus. Ça c'est cool. Et franchement, on parlait de technique, mais les visages sont parfois bluffants. Moi j'ai eu des moments où tu vois des gros plans de personnages où t'as l'impression vraiment d'avoir affaire à des vrais acteurs, quoi. C'est vraiment super bien fait, les visages sont ouf. Ce qui fait qu'on va suivre un petit peu le tout avec passion. C'est vraiment que ça se déguste comme tu ferais sur une bonne série, quoi. Tu te mates ton drama japonais sur Netflix, là c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs le jeu est découpé en chapitres, hein, et il y a vraiment pas mal de twists qui vont vraiment relasser l'intérêt. J'ai presque été le premier surpris de voir d'être autant pris au jeu, vraiment, le scénar est super cool. Par contre, ça tchatche de ouf. Alors là, je me permets une petite tacle glissée, hein. On chambre souvent les jeux Kojima ou les jeux Quantic Dream en disant que c'est des films interactifs, que c'est blindé de cinématiques, que pourquoi les mecs font pas du cinéma au lieu de faire du jeu vidéo. Mais là, c'est pareil, mais en pire presque, hein. Honnêtement, alors j'ai pas fait le décompte exact, hein, mais j'ai joué 20-25 heures au jeu. Je pense qu'il y a au moins 10 heures de cinématique là-dedans, et je suis plutôt gentil, hein, quand je dis 10 heures. Donc, ça doit être du 50-50, quoi, presque.
Il faut le savoir. Ça peut surprendre, mais il faut le savoir. Ce qui est bien, c'est que le rythme est top, tu vois. On aurait pu craindre que ça parle beaucoup et du coup on se fasse un peu chier, mais je trouve que le rythme du jeu est plutôt bien fait. On s'ennuie pas, on a envie de voir la suite. C'est vraiment des moments où tu poses la manette, où tu te dis là ça y est, c'est une phase de narration, pendant 10 minutes je vais pas jouer, ou est-ce que c'est quand même plus ou moins fluide? Il y a de ces phases-là où tu poses la manette, après t'as des phases où tu sais c'est des dialogues et il faut que t'appuies sur X pour zapper, donc voilà, t'as un peu les deux. T'es un peu actif, voilà, t'es un petit peu actif, c'est des QTE sans notion de timing. Il y a juste le rythme, je trouve qu'en fin de jeu, dans la dernière ligne droite un petit peu qui redescend, où t'as eu accès à tous les twists un petit peu, t'as compris la finalité du scénario et là ça va un petit peu traîner en longueur, je trouve, c'est un petit peu dommage. Mais ce qui est cool, c'est que le jeu ne recule devant aucun thème et il aborde vraiment des thématiques très très sérieuses et matures. Là-dessus, c'est aussi bien fait. Tu sens même que les devs ont bossé leur sujet, tu vois, sur des notions, ça parle par exemple de harcèlement à l'école, et t'as le héros qui va déployer des notions en psychologie pour essayer un peu d'expliquer ça, et je pense qu'ils ont vraiment fait des recherches là-dessus, hein, c'est pas juste, ils sont pas tentés de régler ça sans trop savoir à quoi ils avaient affaire. Et on va vraiment parler des maux de la société japonaise contemporaine, hein. Je parlais du harcèlement, t'as aussi le cas du suicide, ou des rumeurs aussi qui vont entourer certaines personnalités. T'as même des notions sur le fonctionnement de la justice au Japon. On sait que c'est quand même quelque chose d'assez particulier là-bas. Ça parle évidemment de corruption aussi, un peu comme dans tous les Yakuza où ça finit par développer une sphère un petit peu politique. Mais les Yakuza en règle générale parlent évidemment de ces sujets très sérieux, mais au-delà des problèmes de Yakuza. C'est-à-dire que dans le dernier Yakuza, il y avait tout ce qui était la problématique du vieillissement de la population, des sans-abri, etc. Exactement. Mais là-dessus, on est clairement, tu vois, c'est un spin-off, mais on reste clairement dans la droite lignée du style Ryuga Gotoku. Et tu vois, il y a Persona aussi qui est allé un peu sur ce terrain d'aller un petit peu analyser les mots de la société japonaise. C'est pas quelque chose qui est fait souvent. On sait que même dans la société, c'est pas des sujets qui restent un petit peu tabous. Donc c'est bien que des jeux puissent aller sur ce terrain-là. Carrément. Donc vraiment voilà, ce scénario est super cool. On n'est pas du tout sur un sujet manichéen et même de manière assez surprenante dans les derniers instants d'aventure. On a quand même affaire à des persos qui sont très attachants aussi. Donc là-dessus, c'est vrai que ça fait partie des choses qui t'incitent à rester. C'est un peu 21 Jump Street, mais sérieux, parce que 21 Jump Street, c'est marrant, c'est des infiltrés, donc Johnny Depp, qui va dans un lycée et qui se fait passer pour un élève. Voilà, qui a 20 ans et qui est à côté de mec de 14 ans. Mais là, c'était un peu rigolo. Là, c'est quand même carrément sérieux, quoi. Mais c'est un infiltré, c'est ça Alors, infiltré, oui et non, c'est qu'en fait, le héros va enquêter dans un lycée. Donc, mais comment, il se fait passer pour un prof ? Alors oui, en fait, il devient le consultant du club de détectives du lycée, parce qu'au Japon, ils ont tous leurs clubs. C'est génial. Donc c'est un peu l'excuse qu'ils ont trouvée, qui est rigolote, mais c'est ce qui lui permet de justifier sa présence au lycée. D'accord. Et d'ailleurs, il prend ça très au sérieux, parce qu'au début, il enquête un peu en scred, et il fait que dire, ah là là, mais je n'ai aucune raison d'être là, et tout, c'est louche, et tout, je vais me faire traiter de satire. Et en fait, quand il trouve sa justification, ça le soulage un petit peu. Okay. Et donc, t'as ce côté un petit peu GTO, d'avoir le héros qui encadre un petit peu des lycéens, qui sont un peu rebelles et tout. Casse la gueule un peu au lycée. Alors t'as pas le côté Onizuka, mais des fois t'as le côté boomer où tu vas mettre des pains à des lycéens de 16 ans. C'est un peu étrange. C'est la justice. Mais voilà, faut les éduquer un peu ces petits cons quoi. Après t'as des moments d'enquête aussi où tu vas devoir même soumettre un petit peu des preuves pour dire bam voilà mon argumentaire, et là c'est un peu le délire à la Phoenix Wright. Donc on retrouve un peu des marqueurs de saga japonaise qui nous plaisent quoi. Et justement, on parlait de ce scénar qui est très sérieux, très malsain presque, hein, même, avec ce héros aussi qui est pas là pour déconner. Mais t'as tout le contenu un petit peu annexe qui apporte ce côté un peu délire, tu vois, qu'on connaît dans les Yakuza habituellement. Ça peut être les quêtes annexes, ça peut être des missions, t'as des intrigues du lycée, ce qu'ils appellent, où tu vas participer à différents clubs du lycée. Donc t'as le club de danse où tu vas un peu leur apprendre des chorégraphies, où le héros dit mais non, je ne sais pas danser, par contre je sais faire du kung-fu, donc je vais vous apprendre des moves pour intégrer dans vos chorégraphies. T'as vraiment cette balance, alors après à chacun de voir s'il veut équilibrer ou s'il veut privilégier l'un ou l'autre, mais du scénar qui est dead serious et des à côté qui sont super débilus. Mais bon, c'est assez rigolo quoi. C'est une composante aussi inévitable des Yakuza, hein. C'est-à-dire que t'as toujours ton scénario principal dans les Yakuza et à côté tu vas pouvoir un peu faire nawak dans des petits jeux qui sont certes un peu hors sujet mais toujours assez intéressants et toujours bien fait. Ouais, genre, c'est vrai que c'est des mini-jeux mais on peut même dire que c'est un peu plus chiadé que ça, tu vois, t'as du skate, t'as donc je t'ai dit de la danse, t'as de la boxe, t'as du un club photo. C'est quand même assez bien fait. T'as une sorte de mini fil rouge qui est un peu présent là-dessus, qui apporte un petit contenu scénaristique. Donc, on est au-dessus du côté simple mini-jeu. Mais je pense qu'il c'est vraiment un héritage des Yakuza et il pouvait pas se rater. C'est-à-dire que s'il faisait des mini-jeux un peu claqués, ça allait pas plaire du tout aux vrais fans de Yakuza. Dans la rédac, on en a un, Ken, qui les platine tous un par an. Et lui, c'est la tradition, c'est vraiment partie du truc, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que tu peux complètement délaisser, hein, si tu veux pas
t'y filer. Moi, c'est vrai que j'ai privilégié le scénario, tu me connais, speedrunner. Oui, mais t'as kiffé quand même. À la fin, t'as fait, il y a des petites quêtes ouais, sympas. Voilà, j'ai plongé un peu dedans, mais vraiment, il y a de quoi faire. Et au-delà de ça, c'est le plaisir avec tous ces jeux Yakuza de parcourir un peu le Japon qui nous manque. Le Japon, on peut plus visiter en ces temps de Covid. Donc, t'as vraiment ce côté tourisme vidéoludique qui fait du bien. Tu vois, quand tu te balades dans le lycée, je trouve le lycée, il est mortel parce que tu peux te balader, donc comprendre comment fonctionne un lycée à la japonaise, et il a un aspect super moderne, il est super classe, et putain, j'aurais adoré bosser dans ce lycée, quoi. Ouais. Ils ont un gymnase, terrain de basket qui est super stylé, là. C'est trop bien parce que les lycées, c'est des lieux privés, en fait, et on peut pas les visiter, nous, en tant que touristes. Il y a quelques gymnases, en fait, qui sont ouverts, et franchement, je pense qu'à travers ce jeu, Lost Judgment, c'est vraiment sympa de pouvoir intégrer ces lieux-là qui, pour nous sont totalement interdits, et lieux de culte, de nombre de mangas en fait qui ont lieu dans ces grandes universités, genre la plus connue, Todai par exemple, à chaque fois qu'on a entendu dans plein de mangas. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Moi, ça me donne envie, rien que pour ça presque. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu con de parler de tourisme vidéoludique, mais c'est pas un truc. Ça reste vraiment une part importante du plaisir de jeu. Carrément. Et je parlais du côté Jap, tu fais pas du skate sur le trottoir et tout. T'as aussi ce côté un peu dépaysant et rigolo, tu sais, avec les persos, ils ont quand même une morale. Même si t'as des Yakuza et tout, ça reste quand même un peu respectueux, un peu poli, un peu presque naïf et utopiste par certains aspects, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, on disait, on tabasse quand même des lycéens, donc ça c'est quand même rigolo. C'est toujours important. En tout cas, comme je l'ai dit, moi c'est vraiment le scénar qui m'a fait accrocher, et vraiment c'est ce que je retiendrai du truc, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce jeu. Ce qui est important, c'est que le jeu peut être fait sans avoir fait le premier Judgment, donc ça c'est important, je pense. Je l'ai pas fait le premier, je pense que donc on perd un peu des petits détails, tu vois, certains liens entre les persos et tout, mais ça reste totalement faisable. Le contenu est assez énorme, je l'ai dit, moi c'est 20 heures de scénar en ligne droite, mais t'as vraiment facile le double ou le triple à faire avec les quêtes annexes. T'as des quêtes annexes complètement débiles où t'as un chien détective, tu vois, qui enquête avec toi sur des affaires. T'as des contrats de détective aussi dans ton bureau qu'on va te transmettre. On parlait aussi des intrigues du lycée, et t'as même des jeux Master System que tu peux acheter pour jouer. Donc c'est vraiment un contenu énorme. Là encore, on est dans la droite lignée des Yakuza qu'on connaît. Pour justement les habitués de la série, il y aura peut-être une petite lassitude, parce qu'on recycle comme d'hab les quartiers habituels. Donc t'as Kamurocho à Tokyo qu'on a déjà vu 150 000 fois, et t'as le Yokohama aussi de Yakuza Like a Dragon qui est utilisé aussi. Donc ça peut être un peu lassant pour les routards de la franchise. Donc ça recycle les assets. C'est un peu on sait qu'après ils ont un rythme de production qui est assez élevé. Carrément. Donc ça peut se comprendre. En tout cas, ce qui est important, c'est que si vous voulez vous lancer, il y aura beaucoup de cinématiques et de blabla. Il faut le savoir. Il faut s'y préparer. C'est très dirigiste et linéaire. Mais moi, c'est ça qui m'a fait rester, parce que le scénar a vraiment réussi à me convaincre, et ça m'a vraiment fait adorer le jeu, quoi. Est-ce que tu as envie maintenant de faire le 1, alors peut-être pas tout de suite, mais façon préquelle, en disant qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage, parce que dans le premier, en fait, il perd son statut, en fait. Ça m'a carrément donné envie, mais tu vois, c'est comme les Souls-like, les Souls, j'en fais pas plus d'un par an, parce que c'est un gros délire. Les Yakuza, je pense que un par an, ça sera le grand max aussi. Je peux pas en enchaîner deux, parce que c'est quand même, il faut se s'aérer un peu l'esprit entre temps, quoi. Mais pourquoi pas, Donc nouveau programme, un Souls et un Yakuza par an. Peut-être, ça me prendra déjà 6 mois, donc. Donc le scénario, le truc le plus important. Ouais, et toi alors, est-ce que tu penses que ça peut te suffire à kiffer un jeu, le scénar, ou t'as besoin vraiment d'avoir du gameplay Oui. Non, pour répondre à la question très spécifiquement, oui, le scénario peut suffire. Enfin, je sais pas, il y a des visuels. Alors je suis pas très visual novel, mais si c'est vraiment extrêmement qualitatif, ça peut me suffire. Tout ce qui est Walking Simulator, et on est la plupart du temps entraîné par le scénario, et c'est ça qui va nous faire pousser la partie. C'est pas vraiment le gameplay, donc oui. Après, c'est vrai que les Walking Sim ont quand même ce côté narratif, mais où t'es souvent en contrôle, tu vois. Donc là, t'as quand même, comme on l'a dit, t'as vraiment des cinématiques, c'est des petits moments de série où tu poses ta manette pendant 3 minutes, et t'as de la mise en scène et tout, donc t'as vraiment un côté un peu plus passif. Ouais, oui, t'as certains visual novels où t'as rien à faire, hormis passer le dialogue suivant. Il y a eu Disco Elysium. Alors moi, j'accroche pas, moi, tout ce genre de jeu. C'est vrai que le gameplay, c'est quand même important. Mais Disco Elysium, c'est que j'ai pas accroché, en fait, à la proposition de quelle est l'interactivité. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont nous proposer avec ça? Non, franchement, en tout cas, moi, ce que tu m'as dit de ce Lost Judgment, au-delà du fait que le scénario a l'air cool, c'est justement cette structure presque un peu régressive, un peu de l'époque du Japon. Tu pèterais un câble. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. J'aime bien ce côté un petit peu cloisonné, fermé,
pas forcément très moderne. J'aime bien, ça me... Tu sais, t'as des menus, quête principale, tant machin, quête annexe, tant machin, truc, donc je pense que c'est plein ton délire. Un truc un petit peu de complétionniste. En tout cas, ça m'a donné envie. Dites-nous si vous, ça vous a chauffé. Voilà pour Lost Judgment et la première partie de l'émission. Il est temps de s'arrêter, de faire une pause, car il est l'heure de l'interlude. Et cette semaine, nous vous proposons un top 3 des jeux qu'on va voir revenir en HD 2D. Nico, qu'est-ce que c'est que cet intitulé, les jeux qu'on veut voir revenir en HD 2D? C'est quoi la HD 2D? HD 2D, c'est une marque déposée, monsieur, de Square Enix. C'est pas une bêtise que tu dis. C'est non, vrai. non, on l'a vu, on a vérifié juste avant. Alors, c'est arrivé avec, rappelle-moi le jeu déjà. Octopath Traveler. Octopath Traveler, donc c'est comme ça en fait que Square a développé un nouveau moteur pour afficher un jeu en 2D, donc en reprenant l'aspect pixel, mais avec quelque chose d'un peu plus moderne. Donc t'as un aspect en gros de 3D isométrique avec différents niveaux de décors, de parallaxe, quoi. Et ça te donne cet aspect de 2D un petit peu next-gen, quoi. 2D un peu HD. Exactement. Et pourquoi on en parle? Parce que déjà c'est dans l'actu, il y a Triangle Strategy qui arrive le 4 mars si je dis pas de bêtises, et Live Alive qui a été annoncé avec cette techno. Donc on se dit là si on devait ressusciter 3 jeux en HD 2D ça serait quoi? Alors on a joué le jeu. Dans un premier temps on s'est mis dans la peau de Square Enix. HD 2D c'est Square Enix, donc on va aller fouiller dans les jeux Square Enix, donc il faut que ce soit des jeux en 2D pour être adaptés en HD 2D. Hein. Oui, c'est-à-dire que par exemple Golden Sun ça marche pas. Golden Sun les personnages ont été développés un peu en 3D et après apposés à une techno 2D. Donc on a essayé de faire ça sérieux. Il y aura peut-être quelques mentions après. Ah, c'est peut-être. Alors pas moi, mais pas toi. Moi, allez, bon, je serai très rapide. Nico, c'est à toi. Alors mon top, ça va être quand même les gros sabots, hein, les grosses licences, les gros jeux. Enfin là, je pense qu'on va pas se mentir. Il y a juste mon numéro 3 qui est peut-être un peu moins connu. C'est Mystic Quest sur Super NES. Sur pas du Super tout. NES. Pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis Mystic Quest. C'est Illusion of Time. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis Mystic Quest. C'est un jeu édité par Enix. Et je crois qu'on l'a fait tous les deux sur Super Nintendo à l'époque, où tu avais plusieurs personnages. On avait deux. Et qui était mortel, super souvenir, et que du coup voilà, comme j'ai un affect particulier pour ce jeu, un rapport au temps. Donc c'était l'un des 3 épisodes de la trilogie non officielle Soul Blazer avec Terranigma. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'était aussi mon top 3, mais je l'avais couplé moi à Secret of Evermore, donc le mal aimé, le Secret of Mana, mais développé par Square USA, moi que j'adore aussi. Encore une fois, comme Illusion of Time, un rapport au temps, mais là encore plus prégnant, quoi. Enfin, tu peux pas tester, c'est-à-dire que c'est ton personnage principal avec un chien qui va voyager à travers les âges et sera à chaque fois accompagné d'un chien plus propice à son époque, c'est-à-dire que dans la préhistoire t'as une espèce de loup-garou. Dans le futur t'as un chien robot en forme de toaster. Ouais, c'est un grippin. Ouais, c'est vrai, c'est un grippin. Ouais. C'est vraiment génial. Moi je l'adore ce jeu. Une bande son de Jeremy Soules qui s'est fait remarquer. Vraiment, Secret of Evermore, moi je le veux en HD 2D. Donc c'est à toi pour la numéro 2. Là, Chrono Trigger, et je pense que... Tu fais exprès. C'est mon numéro 2 aussi. Non, mais comme j'ai dit, c'est les grosses licences qui tâchent, quoi. Enfin, Chrono Trigger, ça fait partie de l'apothéose du JRPG 2D de Square Enix. Ouais. Évidemment qu'on a envie de le voir revenir sous un attrait un peu plus moderne, quoi. Alors moi je l'ai pas mis en 1 parce que je veux pas lui porter le chat noir, tu vois. J'ai envie que vraiment Chrono Trigger, je veux qu'il arrive, et surtout aussi pour pas engager, tu vois, Square Enix là vraiment une ambition intéressante de raviver le patrimoine, de sortir des licences un peu méconnues et justement pas forcément faire du Chrono Trigger, du gros FF, tout ça. Donc bon, Chrono Trigger quand même. Moi, ça m'arrangerait pour ma rubrique, rappelez-vous, top 10 all time, où ça m'arrange. S'il sort en HD 2D, ça m'arrange parce que je ferai de l'actu. Et... Donc, à toi pour ton top 1. Eh bien, tu parlais de trucs qui tâchent, FF6, hein, comment se passer de FF6, l'apothéose en 2D de la saga Final Fantasy, avec des scènes, mais que j'imagine déjà sous mes yeux en HD 2D. Je pense que c'est obligatoire, il faut. FF6 qui ressort là actuellement en HD, Pixel, pas HD, en Pixel Remaster. Ça, il faut aussi faire à tous leurs noms là, en Pixel Remaster. Ça a l'air ultra stylé, mais pour l'instant, c'est du mobile, quoi. Ouais, je pense que ça arrivera sur Switch ou quoi, un jour ou l'autre. Hein, mais et du coup, il y a pas Mystic Quest. Tu l'as sorti, c'était une mention ou quoi? Non, je sais pas pourquoi j'ai écrit Mystic Quest, parce que j'ai écrit ça d'abord en disant mais non, mais en fait c'est pas Mystic Quest, c'est Illusion of Time. Parce que Mystic Quest Super NES, donc lui il est pas ouf, mais le Mystic Quest, le premier, c'est Seiken. Oui, le premier Seiken en fait qui était sur Game Boy. Et lui, sérieux aussi, hein, HD 2D. Donc faudrait quand même bien le refaire, hein, parce que ça reste un jeu Game Boy. Ce n'est pas mon top 1. Moi, mon numéro 1, c'est un jeu qui s'appelle Bahamut Lagoon, un jeu qui n'est pas sorti chez nous. Hein. J'ai fait peu de jeux import, mais celui-là, je l'ai fait. Donc à l'époque, j'avais pas compris grand-chose. C'était un tactical pour lequel, en fait, chaque personnage était accompagné d'un dragon, et en fonction de la façon dont tu le nourrissais, il changeait physiquement. Donc ça, c'était vraiment mortel, un peu à la Panzer Dragoon RPG.
Et ça, c'était vraiment trippant. Tu pouvais lui dire d'aller attaquer, mais bon, tu pouvais lui dire de rester avec toi. Ça, c'était vraiment stylé. Et Mutt Lagoon, ouais, c'est un jeu vraiment que j'adore et que j'ai envie de comprendre, parce que je l'ai fait un peu petit. C'est un peu le même statut que Live Alive. C'est un jeu un peu mythique, mais un peu moins connu que les grosses franchises qui tâchent, et qui est surtout en Occident, en fait, qui est moins connu, quoi. Donc, s'ils ont fait Live Alive, pourquoi pas Mutt Lagoon. On a parlé assez longuement Mutt Lagoon dans l'un de nos Level Up, je crois le premier ou le second. En tout cas, juste un petit truc à noter, c'est que c'est le seul jeu de Nojima en tant que réalisateur, de Game Director. Donc Nojima, scénariste de FF7 et bien d'autres. Entre autres. Il a fait que celui-là en tant que réel, donc good guy. Bon, il a pas fait que de la balle en scénariste, mais il a quand même écrit 2-3 scénarios plutôt sympas, le bonhomme. Donc pas de mention pour toi, tu veux pas Mystic Quest, du coup, presque. Ouais, pour le coup. Donc t'as des petites pistes hors Square Enix. Hors Square Enix, forcément il y a du Sega, hein. Là moi je signe quand tu veux pour un Phantasy Star 4, un Dragon Force, à l'époque Saturn, attention, ou n'importe quel Shining Force, sauf le 3 qui était en 3D, mais allez-y, Shining Force 1 ou 2 s'il vous plaît, pourquoi pas, j'y crois pas une seule seconde, mais on sait jamais. Ils peuvent s'inspirer effectivement du rendu de Square Enix pour faire un autre truc équivalent. Ouais, on sait jamais. Voilà pour ce top 3, n'hésitez pas à nous balancer votre top des HD 2D de Square Enix. Jouez le jeu, trichez pas trop, hein, ça se fait pas sinon. Je garde le mic et on va passer dans la seconde partie de l'émission dans laquelle je vais vous parler de Horizon, donc Zero Dawn. Attention, on est hors actu là. C'est plus rétro là, c'est préhistoire. Mais on parle pas de Forbidden West, jeu qui sort ce vendredi 18. Alors pourquoi je vous parle de Horizon aujourd'hui ? C'est un peu dans un contexte d'une nouvelle rubrique, hein, qu'on pourrait appeler mise à jour, donc avant la sortie d'un nouveau jeu, hop, on refait le premier et on se remet tous à la page au niveau de ce qu'il proposait à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui ça tient encore la route ? Et je finirai la rubrique par vous raconter l'histoire, comme ça vous serez bien, si vous avez envie de squeezer le premier. Ça me sera utile. Donc ce Horizon Zero Dawn, premier truc peut-être à relever, c'est que c'était à l'époque l'un des pires lancements, hein. Alors peut-être pas en vente, peut-être pas en critique, mais en timing. C'est-à-dire qu'il est sorti la semaine de la sortie de Breath of the Wild sur Switch, donc au-delà du fait que c'était un des plus grands jeux, c'était aussi le lancement d'une console, hein, donc la Switch. Franchement, c'était pas ultra malin. Ouais, est-ce qu'ils ont pris leurs erreurs Je ne sais pas, parce que là, pour Forbidden West, il y a juste Elden Ring qui sort la semaine prochaine, ce qui est pas facile pour ces deux Horizon, le premier ou le second, c'est de se mettre en face à deux jeux qui tentent de révolutionner le monde ouvert, hein. Donc, pour Breath of the Wild, il a réussi. Elden Ring, j'en sais rien, mais je pense qu'il va peut-être un peu bouger les lignes là-dessus. Donc, pas évident. Et c'est des gens qui sont courageux, hein, et ces gens-là, c'est les gens de chez Guerrilla, un studio hollandais, hein, basé à Amsterdam. À l'époque, pour ce premier épisode, c'était Herman Hulst, donc qui était le boss du studio et qui est peut-être un nom que vous avez entendu parler depuis, qui est devenu patron des studios Sony à la place de chouchou Shuei Yoshida. Donc belle histoire. Donc belle histoire, monsieur quand même. Le mec est pas celui qui un peu pilote la stratégie, donc les rachats et compagnie. Là. Donc sur Zero Dawn, c'est un développement qui a commencé en 2011. Hein, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour Guerrilla parce que c'était une nouvelle IP après une longue série de développement sur Killzone, hein, le Halo Killer, hein, qui était moins qualitatif, mais qui était une licence très importante pour Sony. Ce développement de Zero Dawn, c'est quand même bien documenté, hein. Il y a vraiment des vidéos, beaucoup d'interviews, donc on va pas squatter dessus. Je vais juste vous dire qu'il y avait vraiment deux projets pour l'après Killzone. C'était ce que deviendra Horizon, et un autre projet qui s'appelait Dark Science, qui était un FPS plutôt linéaire avec des zombies. Est-ce original ? Je ne sais pas. Ouais, ils ont choisi l'option qui leur éloignait de leur ADN un petit peu créatif de base. Voilà, ils voulaient mieux, quoi. Ils voulaient pas repartir sur des FPS, donc Go Horizon. Le truc que je ne sais pas et j'ai pas retrouvé dans mes recherches en fait, c'est que je sais pas à quel point en fait Sony a pesé dans la balance pour ce qui est de faire autre chose que du FPS. Et est-ce qu'ils ont dit, franchement Horizon ça serait pas mal, mais ce qui est sûr en fait c'est que le jeu c'est une IP ultra importante pour Sony. C'est un jeu qui a un positionnement précis, hein, de par son genre. C'est un jeu qui est un monde ouvert, et Sony avait besoin à l'époque d'un Assassin's Creed killer. Voilà, c'était quelque chose qui est important, hein, le monde ouvert, hein, on le rappelle tout le temps, hein, c'est le genre contemporain par essence et qui est roi. Et donc du coup, malgré des débuts un petit peu en demi-teinte face à Breath of the Wild, hein, c'est un jeu qui s'est vendu vraiment sur la longueur. Là, aux dernières nouvelles, on est sur 20 millions. C'est énorme. Là, on est vraiment... Il a acquis ses galons de grosses licences. C'est énorme, quoi. Ce que je veux dire, moi, c'est que c'est une marque qui a été imposée par Sony au public. Donc, il a connu un succès sur la longueur, mais c'est vraiment Sony, par le marketing, en insistant, parce que c'était important pour eux, qui a vraiment poussé Aloy
et cette série Horizon. C'est vraiment, je pense, une démonstration du constructeur et de l'éditeur Sony de dire ça, c'est un investissement, on y croit, on va faire en sorte de vous l'imposer. Après, c'est la poule ou l'œuf, c'est qu'ils ont vu un perso et un univers qui avait du potentiel et qu'ils se sont dit, on peut le pousser. Quoi. Ils auraient pu passer à autre chose dans le sens où, vraiment, après le démarrage où il a eu un succès critique, mais tout à fait moyen, face à un dithyrambique Breath of the Wild, il n'a pas eu un succès tonitruant au niveau des ventes. C'est vraiment, tu vois, par exemple Days Gone, qui était aussi un monde ouvert, a connu pas le même destin, bien qu'il se soit bien vendu. Est-ce que ce personnage, je sais même plus comment il s'appelle, le Days Gone, il allait faire une... Deacon, je sais pas quoi. Je sais pas. Mais là où je veux dire Sony l'a imposé, c'est que Horizon c'est devenu une tête de gondole pour plein de choses. C'est par exemple le premier jeu qui a été porté sur PC par Sony. Donc position qu'on pourrait croire un peu accessoire, mais finalement extrêmement important. Parce que c'est devenu une politique derrière de recyclage des titres avec un certain temps donné après l'exclu console, qui fonctionne du tonnerre. Là, dernièrement, c'était God of War, et c'est juste une seconde vitalité, un second lancement pour les jeux. C'est ultra intelligent. Et c'est Horizon, premier du nom, hein, en fait, qui a amorcé la pompe. Aloy, qui est devenu, en fait, une égérie pour Sony. J'ai envie de dire égérie, et pas une mascotte, dans le sens où, je sais pas, elle est un peu moins mimi que Mario et Sonic, tu vois. Elle a pas une salopette. C'est pas le même délire, ouais. Mais vraiment, égérie dans le sens, elle va porter ce qui est Sony, tu vois, peut-être un truc plus adulte, avec une certaine forme, entre guillemets, de classe, quelque chose, voilà, que je trouve qui va bien à la marque. Qui correspond plus à leur image, hein. Ouais, voilà. Donc voilà, plus que le succès de Horizon, je pense vraiment que c'est Sony qui a décidé que ça serait un fer de lance pour la marque. Mais bon, le jeu en lui-même, qu'est-ce qu'il est alors comme beaucoup, moi j'ai joué quelques heures à la sortie, j'ai lâché l'affaire. Mais vraiment, je pense que c'est un truc qui est assez commun. Donc là, je l'ai terminé pour la rubrique, j'ai même fait son DLC pour être pré-dispo pour le 2. Mais je crois qu'en fait, tout le monde, ce jeu l'a fait un petit peu en retard, au-delà du fait que tout le monde a fait Breath of the Wild. Là, tout le monde s'est activé avant la sortie du 2, et à Noël dernier, là, il y a quelques mois, pendant les vacances, ma timeline Twitter était blindée de gens qui étaient en train de le faire, mais comme moi, pour la première fois. C'est trop marrant, je trouve. Bah ouais, mais comme tu dis, c'est l'excitation de voir la suite arriver, de se dire j'ai envie de me mettre à jour pour l'occasion. Ouais, c'est vraiment pas une question de réhabiliter le jeu, c'est que, ouais, on a, je pense, tous eu envie de se mettre à jour pour le 2, et ça a donné un peu un second souffle, et pour le coup, là, vraiment, je crois, totalement incontrôlé de la part de Sony, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont poussé le 1 plus que ça. Alors le début, je vous l'ai dit, j'ai pas aimé, j'ai lutté, je me suis accroché et j'ai eu un déclic, j'ai fini par apprécier et même l'aimer, mais pour ça, franchement, ça n'a pas été simple, j'ai dû carrément m'impliquer en fait. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour l'aimer, le jeu? J'y suis allé à la filoche, j'ai lu tout, tous les documents, j'ai écouté tous les audiologues, je suis passé en normal parce que comme un nul, je m'étais mis en difficile et j'avais vraiment pas fait, et je trouvais le jeu trop chaud, en fait je comprenais pas, et donc je me suis mis en normal, tout s'est bien passé. Un autre truc que j'ai fait qui m'a vraiment changé la vie, j'ai supprimé absolument toutes les informations de l'ATH, donc le HUD. Je suis con, moi je t'explique le HUA, mais tu sais le ATH, c'est le HUD. Enfin, toutes les informations que vous voyez en fait à l'écran qui sont l'interface, la barre de vie, voilà, tout ça, quoi. Tout ce qui est un petit peu extra-diégétique, qui est fait très jeu vidéo, tu peux tout virer. Par exemple, un truc tout bête, le GPS de quête, qui est très commun dans la plupart des mondes ouverts. Celui de Horizon est d'une précision, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que dans la plupart des jeux, alors quand il y en a pas, c'est mieux, façon Breath of the Wild, c'est débrouille-toi, observe, regarde, et tu vas trouver le lieu de ta prochaine quête. Là non, t'as vraiment un lieu qui t'est indiqué. Et dans les jeux, habituellement, en fait, c'est comment on dit l'oiseau quand il vole? Vol d'oiseau. Alors on a du mal ce matin, faut pas nous en vouloir, il est tôt, c'est pas facile. D'habitude, on te donne on t'indique le lieu que tu dois aller à vol d'oiseau, et c'est à toi de te dire, il y a une montagne, est-ce que je peux l'escalader, est-ce que je dois la détourner, qu'est-ce que je fais? Dans Horizon, de base, c'est pas réglé comme ça. C'est qu'on va te dire en fait quel chemin prendre pour arriver à destination, c'est-à-dire que si tu vas avoir une route, l'indicateur va te dire suis ce sentier, la route il y a gauche et droite, non, à l'intersection il y aura le petit truc, tu vas jusqu'à l'indicateur et après tu vas tourner. Comme un vrai GPS, parce que si on avait à vol d'oiseau en voiture, ça serait plus compliqué. Non mais comme un vrai GPS, mais moi ça m'a tué, c'est-à-dire que ça m'a tué mon envie d'exploration, ça m'a tué en fait mon besoin de regarder, d'observer, c'est que je me suis retrouvé de façon débile à suivre ce GPS, mais comme un toutou quoi. Ouais. Et donc je l'ai dégagé et
ça s'est vachement mieux passé. Et du coup, alors ça, je vais y revenir après, mais c'est l'un des points en fait qui m'a un peu fait le déclic, c'est que j'ai arrêté de m'y croire avec mon arc. C'est-à-dire que j'étais moi un très roleplay, c'est-à-dire que je bandais mon arc, je visais bien, je regardais le point faible, et du coup, j'ai arrêté ça parce que ça marchait pas, je me faisais éclater, et je me suis dit, bah en fait, ton arc tire comme si t'avais un lance-roquette, c'est-à-dire un ratio de balles qui est assez faible dans le rythme, mais t'appuies. Call of, quoi. Un peu Call of. Et tout s'est vachement bien passé, et on va y revenir. Moi, j'ai eu un gros problème avec les combats. Ça sera presque le mot de la fin. Bon, on va commencer par le début du jeu, le prologue vraiment, le vrai prologue, il est très sympa dans sa forme, on joue Aloy enfant, donc qui nous inculque les principes de jeu de base, la mise en scène du passage à l'âge adulte, c'est une cinématique, elle fait un petite galipette, et là, elle se transforme d'enfant à ado, très sympa, un prologue qui fait penser aussi à God of War, donc 2018, donc il n'y a pas de vraie inspiration, parce que je pense pas que le God of War a pu s'inspirer en si peu de temps du prologue de Horizon, mais en fait, t'as le look très tribal, une initiation à la chasse, un enfant sans mère, tout ça, c'est les deux jeux. Je trouve que c'est des quelques ressemblances, mais le problème, c'est pas ce prologue. Vraiment, je parle vraiment du prologue, mais c'est les 5 premières heures, ce début de jeu. Je trouve qu'ils sont ultra longs. T'as une mise en place qui est ultra poussive. Moi, le jeu, en fait, il a pas réussi à m'intéresser au destin du personnage. J'avais vraiment l'impression qu'il déroulait toutes ses mécaniques de façon très mécanique. C'est nul ce que je racontais, mais c'était vraiment un début de jeu où tu te rends bien compte en fait que la mise en scène des dialogues, c'était ultra chaud. Tout ça fait en sorte que j'avais pas réussi à être emporté. Est-ce que toi, c'était ton cas aussi sur Ah oui, rien que d'en parler, là, j'ai envie de bailler parce que ça me rappelle des souvenirs. Le début est chiant, quoi. Enfin, et tu vois, on en parlait pour le Judgment, c'est un des gros problèmes du jeu vidéo moderne. C'est cette prise en main. Vraiment, on te prend par la main, mais c'est infantilisant, quoi. Tout est raconté. Enfin, c'est pénible, c'est long. C'est assez pénible, ouais. Et c'est pendant, du coup, ces 5 premières heures qu'on voit les soucis les plus prégnants. J'ai parlé très rapidement de cette mise en scène chant contre chant d'une époque heureusement révolue, mais horrible. C'est vraiment, c'était pas du tout passionnant. Et en fait, au global, dans ces 5 premières heures, les soucis, c'est que tu vois qu'il y a un manque de clarté qui est assez global. Il y a beaucoup de systèmes, tout est assez vite expliqué, et la mise en pratique, elle est tout aussi rapide, bien que c'est en 5 heures, et c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction. C'est que on t'explique tout vite, mais on va te l'étendre sur 5 heures, et là tu dis, qu'est-ce qui se passe tout ça. Alors, ce qui est marrant, du coup, c'est que ça soulève un problème de rythme, où en fait on te propose plein de trucs et t'assimiles mal. Ce manque de clarté aussi, il est lié, à mon sens, je trouve, au loot, en fait. Il y a beaucoup de loot, du loot divers, qui sert à rien, qui sert ou tu comprends pas, qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire telle arme. Un truc qui diffère un petit peu, je trouve, de Last of Us 2, et même le premier, où en fait, dans ces jeux, tu peux avoir la sensation, et je dis bien la sensation de looter beaucoup. Mais en fait, dans Last of Us, c'est classé en 4 catégories, et c'est finalement assez clair. T'as les bandages, les liquides. Et chaque combinaison crée 2-3 objets, donc ça reste facilement compréhensible. Mais t'as la sensation dans Last of Us, ça a pu déranger un certain nombre de joueurs de looter, de faire l'aspirateur et de prendre plein de trucs. Là, tu fais l'aspirateur aussi, mais c'est que t'as un nombre d'objets, de catégories d'objets complètement dingue. J'ai rien bité, franchement, je comprenais rien. Je trouvais ça assez pénible, assez contraignant aussi, parce qu'il y a un manque de place. On en a pas trop parlé, mais dans Pokémon Arceus la semaine dernière, t'as un petit peu le même problème où tu te retrouves avec ton inventaire limité et très rapidement plein. Et ça, j'ai trouvé... c'est pénible. J'ai trouvé ça un petit peu pénible. C'est chouette parce que c'est un truc qui est en faveur de la logique. C'est sûr que tu peux pas remplir un sac imaginaire comme dans Lost Judgment, avoir un skate dans un sac que tu n'as pas. Mais c'est pénible dans la pratique. Et ça, c'est toujours un petit peu dommage. Et un manque de clarté aussi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de marqueurs. Ça, c'est aussi l'un des mots du monde ouvert classique, 101, quelque chose qu'on va pouvoir caractériser à ce Horizon en général. En fait, il y a pas mal d'options, ça c'est chouette, pour tout enlever, te faire un petit peu ton truc à sa sauce. Tu peux masquer la boussole, l'indicateur de quête, comme je disais tout à l'heure, tu peux tout gérer, ça c'est bien fait. Mais le problème, en fait, c'est que le jeu, on peut pas dire... je pourrais pas vous conseiller de jouer sans indicateur. Il est pas fait pour ça, quoi. En fait, il est pas fait pour ça. Tu peux pas te repérer avec le décor, tu peux pas te repérer avec les lignes de dialogue, avec les PNJ en disant je vais me contenter de ça et on va m'indiquer de façon organique, de façon systémique vers la suite du jeu. C'est pas vrai, le jeu il est pas fait comme ça, il est fait pour jouer avec un minimum d'indicateurs. Donc vous faites au max pour faire en sorte que l'expérience vous convienne, mais voilà, c'est structurel, on peut rien faire de plus. Un truc qui est pénible aussi, rien à voir, mais je trouve qu'on n'est jamais tranquille. Tu vois, dans la plupart des mondes ouverts, tu vas traverser en fait les plaines, tout ça.
Et tu peux plus ou moins esquiver tout ce qui est quête aléatoire où tu as par exemple un bandit qui va faire un petit braquage sur deux paysans qui passent avec leur calèche. Tu vois, tu t'en fous, tu passes, tu veux les aider, tu veux pas les aider. C'est le cas pour Red Dead, c'est le cas pour Tsushima, c'est le cas pour Assassin's Creed. Mais tu peux avoir ces grandes séquences un petit peu plus planantes, un petit peu plus... j'ai bouffé le mot quand tu regardes. Contemplative, merci. Le vocabulaire il est parti là. Et là, c'est pas le cas en fait. Ça m'a vraiment gonflé. C'est que en fait, t'es une proie en fait. Mais c'est intéressant parce que c'est logique vis-à-vis du scénario et vis-à-vis de l'univers. C'est que t'es un humain face à des dinos robots. Et oui, évidemment que tu te fais harceler. Mais moi, j'en avais marre, tu vois. J'ai fait, mais laissez-moi. C'est vrai que c'est un des trucs qui m'avait frappé en y jouant, en le faisant. Ouais, c'est que les balades, tu dois un peu faire profil bas quand tu croises un troupeau de Dinax là, parce que y a pas de balade. Tu te fais tomber dessus, quoi. Tu te fais harceler, tu te fais victimiser. C'est pénible. C'est pénible. Même dans l'eau, il y a les crocos et tout. Enfin, tu peux pas explorer peinard, quoi. Ouais, les crocos, arrêtez les crocos. Bon, et là, on arrive à la chose, moi, qui m'a le plus dérangé, c'est le système de combat, qui je trouve qui est pas adapté au combat de groupe. Et en fait, il y en a beaucoup. Le truc, et je pense que c'est moi le problème, parce que c'est vraiment, le système de combat, il a été loué, célébré par l'ensemble de la critique, l'ensemble des joueurs qui ont vraiment apprécié. Et moi, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris, parce que t'as un arc. Et en fait, la plupart des combats dans Horizon, en fait, te font affronter des hordes, des groupes de dinos robots. Sauf qu'avec un arc, tu peux pas. En fait, t'es assailli, tu te manges un coup, tu bandes ton arc, ça met 10 ans. Et en fait, je me suis fait tout le temps éclater. Quand c'est du 1 contre 1, c'est assez intéressant. Tu vas pouvoir peut-être plus réfléchir à dire, ah ben, je vais prendre plus un ustensile de feu, parce que lui, il a l'air d'avoir une appropriation à la glace, des pièges et tout. Il faut pas croire que j'aime pas préparer, tu vois, Monster Hunter, où vraiment c'est du 1 contre 1 ou du petit groupe, enfin un groupe d'humains contre un monstre. Je trouve ça génial. Moi, dans tous les RPG, je joue buff debuff, altération d'état. Moi, préparer un truc et rien faire et voir quelqu'un mourir devant moi, c'est ma passion, tu vois. Et là, en fait, la préparation, mais je l'ai pas trouvé efficace et j'ai trouvé surtout qu'il y avait une dissonance entre l'arme qu'on me donne, un arc, et le fait qu'on me fasse affronter 3, 4, 5, 6, 7 des fois dinos où j'ai un arc. Alors des fois tu peux un peu choper une arme temporaire, en fait un gros canon, mais c'est plutôt rare. Mais je crois que c'est moi qui suis débile là. Ouais, après, enfin, moi les dinos, c'est les combats que j'ai plutôt trouvé cool et c'est un des points forts du jeu où justement tu peux utiliser l'arsenal qu'on t'offre avec les pièges que tu peux tracer, le sorte d'arc fusil à pompe où tu peux lancer. Ouais. T'as quand même pas mal d'armes, je trouve, là-dessus à disposition. Moi, c'est plus le combat contre les humains où effectivement qui me posait plus de problème, où t'avais très classique, moins d'outils en fait. Et, parce que les pièges, le souci, c'est que moi j'adore, tu vois, préparer toute mon attaque et tout, mais une fois que tu te fais repérer, là, vraiment, tu te retrouves plus en 1 contre 1, tu te retrouves à 5 contre 1 et tu vas pas que t'amuser face à un groupe à commencer à dire mais attends 2 secondes, je pose mon piège, c'est foutu quoi, tu vois. C'est vrai que le jeu incite quand même à privilégier un peu une furtivité mais qui est pas non plus optimale, un peu à la manière d'Assassin. Hein, tu dois prendre les mecs un par un, isoler du groupe pour pouvoir être plus efficace. Ça foire 90% du temps. C'est très très compliqué de mener à bien ce genre d'approche. En fait, le truc, c'est que je crois que le jeu il a été façonné autour de son univers et pas autour de son gameplay. En fait, il voulait faire un jeu avec des dinos, avec un arc, avec du loot, et ils ont brodé le gameplay autour. Et en fait, c'est l'anti-Nintendo. Et ça se sent de ouf. Nintendo, ils ont un principe, un gameplay, un game design, et ils vont broder autour une histoire, un univers, et ça colle ou ça colle moins. Mais le gameplay sera toujours extrêmement solide. Là, c'est un petit peu l'inverse à mon sens, et je trouve ça un petit peu dommage. Une petite parenthèse sur la qualité graphique qui est vraiment incroyable. On a parlé la semaine dernière de tout ce qui était différentes versions des jeux. Là, on est sur une mise à jour. Moi, j'ai joué sur PS5. On est sur une mise à jour gratos, donc très cool. Et c'est une mise à jour qui est plutôt sérieuse parce que voilà, le jeu est vraiment magnifique. Hein. Ça, c'est clair. T'as pas eu le temps tu l'as jamais relancé depuis? Non, moi je l'ai fait sur PS4 Pro, je crois, à l'époque, oui. Donc là, j'ai un peu brossé un portrait assez noir en disant qu'il y avait des problèmes, un jeu assez daté, vous l'avez remarqué, trop de marqueurs, pas de clarté, un monde ouvert qui semble déjà daté à l'époque. Je vous parle même pas d'aujourd'hui. Je veux juste dire que il est classique, oui, certes, mais il faut un petit peu d'indulgence. Hein. Ça reste le premier volet d'une saga et d'un studio qui faisait à l'époque un FPS. Ouais, c'est une belle reconversion pour les mecs de Guerrilla. Ouais, franchement. En revanche, voilà, il y a quand même des choses qui sont vraiment très cool. Le travail du lore, moi je trouve qu'il est remarquable dans les décors, dans l'écriture, c'est vraiment très sympa. Et le scénario, je l'ai trouvé vraiment très bien, très intéressant. Et c'est marrant, on s'est même pas concerté, mais moi aussi, c'est le scénario en fait qui a déclenché chez moi ce déclic, cette envie d'aller plus loin. Et c'est pour l'histoire en fait que j'ai finalement apprécié le jeu. Et
la qualité de l'histoire, vraiment, son intrigue, je trouve qu'elle est là, la différence en fait avec le reste des mondes ouverts, parce que quand tu regardes les mondes ouverts, la plupart du temps, c'est pas ouf, tu vois, Red Dead Redemption, le 2, le 1, l'histoire en elle-même, elle est pas dingue. La réalisation, l'écriture, les personnages, la caractérisation, tout ça est incroyable. T'as une mise en scène et une empathie pour ces persos jamais vus. Mais le scénario en lui-même, voilà, c'est un western de vengeance, c'est pas la oufrie. Les Assassin's Creed, on va y venir. Mais Ghost of Tsushima, franchement, je le défends, mais c'est l'histoire d'une vengeance dans le Japon féodal. Mais c'est vrai que là, l'originalité de l'univers paye pour Horizon, et moi aussi, c'est ce que je retiens du jeu, c'est cet univers-là, ce côté aussi post-apo, où t'as les machines qui ont pris le contrôle et les humains qui reviennent presque à la néolithique, quoi. Oui. Et le scénar qui était plutôt cool et qui change, quoi. C'est vrai que il en faut pas trop parce que il y a un petit peu d'originalité, ça, tu vois, ça remarque. Et on s'en fiche du gameplay finalement. Bon, il y a un détail que j'ai trouvé vraiment génial, hein, c'est que il faut trouver après une séquence d'escalade un peu plus compliquée que d'habitude. Il faut trouver dans Horizon premier du nom des projections en fait qui nous montrent en fait le monde d'avant en fait comme des fenêtres vers le passé. Comme nous avant le Covid, quoi. Ouais. Le monde d'avant. Et c'est ultra intriguant, et ça ressemble vachement aux séquences qu'on appelait la vérité dans Assassin's Creed 2. Des séquences en fait très énigmatiques et pour laquelle en fait il faut tout remettre dans l'ordre, tout retrouver et à la fin t'as une réponse et c'est vraiment super bien. Mais à la différence d'Assassin's Creed dans Horizon, c'est que tu as toutes les réponses et les clés de compréhension nous sont données à la fin du jeu. C'est pas frustrant, là où Ubisoft a carrément abusé dans Assassin's Creed, voire a abandonné, c'est-à-dire que toute la méta-histoire, tout ce qui s'est passé avant, ils ont lâché l'affaire, ils ont trop étiré le truc parce qu'ils ont capté que ça nous intéressait, et en fait c'est devenu aujourd'hui dans Assassin's Creed une entrave. Ils ont lâché l'affaire, maintenant c'est un truc d'époque, hein, chaque assassin a son époque. Mais là, dans Horizon, c'est pas le cas. Il n'y a pas de méta-histoire, mais il y a un délire dont je vais vous raconter l'histoire dans quelques instants. Mais t'as un délire, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, comment ça s'est... Ouais, tout le background, tout le côté mythologique du truc. J'imagine qu'Assassin 2 était vraiment leur socle un peu d'inspiration principale. Et comme tu dis, c'est qu'Ubisoft, ils ont tué cet attrait-là en le diluant, et maintenant, aujourd'hui, qu'il est quasiment insignifiant. Et Horizon a su prendre les bons côtés d'Assassin, quoi. Carrément. On va finir avec un petit mot sur le DLC, qui a été proposé après la sortie du jeu, que j'ai pu faire aussi, un DLC qui m'a pris 5-6 heures à faire, et on a pu voir déjà un petit peu évoluer les choses, le level up de guérilla du studio, où en fait la mise en scène a été un petit peu plus travaillée, où les PNJ qui nous donnaient des quêtes annexes dans la quête principale, le jeu principal était vraiment random. Là t'as vraiment un effort qui est fait, où ils ont quand même pratiquement tous une histoire, c'est la fille de machin et de machine, c'est pas Joe le random qui te donne c'est un petit peu plus cool. T'as des dinos dans le jeu, il faut savoir qu'il y en a en tout, il y a 30 dinos et 3 pour le DLC. C'est beaucoup d'ennemis, beaucoup de variétés, ils sont vraiment très sympas, et dans le DLC ils sont vraiment marrants, c'est vraiment des nouveaux trucs. Moi, j'ai un souci avec ces DLC, c'est sa place en fait dans le scénario, dans ce lore qui se place avant la fin du jeu, et c'est toujours rigolo de se dire qu'ils sont là à triper en disant le grand méchant, qu'est-ce qui se passe et tout. Je sais, j'ai fini le jeu. Mais c'est un des gros soucis des open world, c'est comment aborder le côté endgame, et pour te laisser justement revenir après, accomplir les quêtes que t'as pas terminées. On se rappelle que dans Death Stranding, c'était une sorte de magouille 15 jours avant et tout, enfin c'était un peu pareil. Oui. Là-dessus, c'est toujours compliqué pour un monde ouvert d'arriver à rajouter du contenu. Oui. Là, on va arriver sur le scénario, mais il faut savoir, sans spoiler, le 2 s'appelle Forbidden West, donc à la fin du jeu, le grand méchant se dirige vers l'ouest. On aurait pu, alors avec DC, c'est toujours fastoche, mais on aurait pu imaginer peut-être une escale dans cette conquête de l'ouest de Aloy, où il serait passé vraiment quelque chose entre les deux jeux. Mais bon, est-ce que c'était possible en production ? Je sais pas, il y a différentes problématiques. Sachez que si vous voulez savoir ce qui se passe entre les jeux, il y a un comics qui est là pour ça, qui est édité chez Mana. Tout ne tourne pas autour d'Aloy, c'est vraiment du annexe, c'est chouette. On peut faire 100, a priori. Vous pouvez carrément faire 100. Une question que je vais te poser, on va se poser ensemble dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre du 2 ? Alors, c'est marrant, parce que le jeu... Alors là, vous l'écoutez le vendredi, si vous êtes cool. Il sort aujourd'hui, Horizon 2. Ouais. Donc, il y a déjà des tests et tout, j'ai rien lu, je sais pas. Mais là, après avoir fait le 1, tu l'as fait aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre du 2 ? T'es d'accord pour dire un meilleur début de jeu, un prologue un peu plus tentant ? Ça serait la moindre des choses. Un peu plus entraînant. Je pense que je vais être pénible sur ce truc. C'est vrai que tu peux me reprocher souvent sur le côté où des fois je dis le jeu il a rien apporté au public du jeu vidéo, parce que je peux être exigeant là-dessus, alors qu'on n'attend pas forcément que chaque jeu révolutionne le truc. Mais le premier Horizon avait ce côté le bon élève des mondes ouverts à l'ancienne, comme on l'a dit, des mondes ouverts à la Ubisoft, et lui c'était plutôt un des bons représentants.
Entre-temps, tu l'as dit, il y a eu Zelda, Breath of the Wild, et même, tu vois, Assassin's Valhalla, je trouve, apporter quelque chose à la formule un peu des mondes ouverts de l'époque. Et moi, j'attends que le second épisode transcende ça. Si c'est juste reprendre la formule du 1 et l'améliorer comme une suite 1.5, je pense que je serai très déçu. Ça n'empêchera pas que ça pourra être un très bon jeu, mais je pense que ça pourra me saouler perso et peut-être même couper l'envie d'aller plus loin. Donc à voir, j'attends vraiment qu'il passe un step vraiment au-dessus, pas juste peaufiner la formule du premier, quoi. Est-ce que pour toi, la position du studio Guerrilla, le fait que ça soit Sony, un AAA, un first party, tout ça mis bout à bout, fait qu'ils sont un peu obligés de montrer quelque chose qui est pas révolutionnaire, mais qui fait avancer? Tu vois, ils peuvent pas simplement proposer un bon jeu, ils se doivent ça? Oui, c'est vrai que ça joue, hein, c'est un des porte-étendards d'une marque, et ils ont aussi à faire valoir leur expertise là-dessus. Et puis on est dans une époque où faire une suite, ça prend 5 ans. Oui. Si t'attends 5 ans pour juste avoir la même chose un peu mieux... Oui. Un mot sur le God of War 2018 qui devait à la base être une trilogie. Ils ont dit non, en fait, on va sûrement clore le délire viking avec le 2 parce que sinon c'est mort. Quoi. Sinon, la trilogie, on prend 10 ans pour la raconter. Quoi. Et il faut 2 générations. Franchement, c'est chaud. Mais 6 ans de dev, ça implique aussi que tu commences ton jeu il y a 6 ans et le jeu vidéo a évolué depuis. Donc tu pars sur des bases qui seront peut-être aussi vieillottes au moment de la sortie. Ouais. Donc c'est un risque. Là, moi, c'est la navigation dans le monde qui m'intrigue pas mal. On a vu dans le trailer qu'il y allait avoir le paravoile, hein, comme dans Breath of the Wild. Elle a un grappin. Est-ce que tout ça va pouvoir être extrêmement fluide alors que à l'œil, dans sa navigation dans le premier, c'est pas un 35 tonnes, mais tu la sens hein, quand elle tourne. Quoi, ouais, on n'est pas sur du Assassin ou du Zelda où tu peux monter partout, escalader et tout. Pas du tout. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est vrai que d'avoir une navigation assez scriptée, même dans un monde ouvert, on a déjà évoqué dans de précédentes émissions, on est tous les deux assez sages, hein, on va d'une quête à une autre, on va pas s'amuser à aller explorer. Le jeu nous invite pas spécialement en plus à découvrir des trucs. Donc là je suis assez intrigué sur la navigation de ce monde, qu'est-ce qu'il en est. Voilà, est-ce que t'as encore un truc, toi, une attente sur ce... Non, mais t'en as déjà parlé, c'est mise en scène et surtout les expressions des visages, ils étaient réussis, mais je trouve qu'il manquait un petit peu de naturel et de palette d'expression et d'émotion. Je suis rassuré, moi, d'avoir vu le DLC, je suis rassuré, je me dis... ça a l'air d'être quand même le cas là-dessus, donc voilà, de rester sur une histoire intéressante, mais mieux racontée, mieux mise en scène. Exactement, une histoire intéressante. Pour ceux qui n'ont pas fait le 1 ou qui veulent avoir la mémoire rafraîchie, je vais vous raconter l'histoire de Horizon 1, mais de façon chronologique, comme on a pu le faire il y a plus de 10 ans avec nos bouquins sur Assassin's Creed, en l'occurrence. Oui, ça a toujours été l'ambition de nos bouquins, de raconter l'histoire dans l'ordre, dans le contexte, en repartant de la grande mythologie. Je vais pas vous parler là, je vais pas vous dire, Aloy, c'est qui? Non, on va partir au début du début, donc... Si vous avez envie de faire Horizon 1 et vous n'avez pas envie d'être spoilé, merci de nous avoir écoutés. Et pour les autres, on va continuer. Donc, je ne veux pas vous parler d'Aloy, je vais vous parler du monde en 2030. Hein. Donc, en 2030, l'humanité, elle gère, on avance bien technologiquement. Et là, il y a une nana qui s'appelle Elisabeth Sobek, qui est un génie, en fait, et qui va être embauchée par un certain Ted Faro. Donc, je vais pas name dropper de ouf, il y aura que 3 persos en gros dans mon récit. Elisabeth Sobek, un génie, qui est embauché par Ted Faro. Ted Faro, c'est le méchant. C'est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle FAS pour Faro Automated Solution. En fait, c'est la plus grande entreprise ever. Hein, c'est la Shinra du monde de Horizon. Jeff Bezos du monde de 2030. Exactement, parce qu'il a un peu le melon, ce Ted Faro. Il a envie de tout faire. Hein, c'est vraiment ça. Et donc, à cette époque, en 2030, à cette époque, l'humanité elle possède de belles technologies, mais la planète, elle va mal, hein. Il y a une crise écologique qui commence à avoir des conséquences sur le monde, et donc Elisabeth Sobek, ce génie, va développer une solution technologique pour contrecarrer tout ça, et cette solution, c'est des robots qui vont nettoyer la planète. Et ça marche, en fait. Elisabeth devient une star, pendant que Ted Faro, le boss de l'entreprise, devient toujours plus riche et égocentrique. Et il va choisir même et lui, en fait, ce méchant Ted Faro, il va choisir d'adapter la solution d'Elisabeth, donc robotique, au secteur militaire. Forcément. Il se dit, tiens, il y a des robots, je vais en faire un truc militaire, ça va cartonner. Bon, Elisabeth Sobek, elle démissionne, elle va créer sa boîte pour continuer à faire des robots verts. Elle est droite dans ses bottes. Hop, 30 ans se passent. On est en 2060. Il y a toujours le Covid. Il y a toujours le Covid. Et là, c'est la cata. En fait, il y a Ted Faro qui appelle à l'aide Elisabeth parce qu'il a fait une bêtise. Donc, il faut savoir qu'entre-temps, à ces 30 ans, ils sont en guerre, hein, les deux. Ça part en procès et tout. Qu'est-ce que tu fais avec ma techno? Arrête tout ça, quoi. Mais bon, Ted Faro, il se résigne, il appelle, il lui dit j'ai une unité de robots militaires qui répond plus.
Elle répond plus, elle est autonome, elle commence à manger la matière organique et donc la matière. Ça le bail. Donc ouais, franchement, pas cool. Là, Pour ceux qui ont vu Terminator, ils savent que c'est pas bon signe. Quand il appelle Elisabeth, il lui dit j'ai une mauvaise nouvelle, tu vois. Et donc quand je te dis matière organique, c'est que ça mange les gens, les plantes, en fait tout ce qui vit. Et le souci, c'est que c'est pas tout, c'est que ces robots là qui mangent tout, c'est qu'ils se reproduisent et ils se reproduisent à une vitesse vraiment inarrêtable. En gros, il reste moins de 2 ans à toute forme de vie, y compris les humains, avant que les robots aient mangé absolument toute la biomasse et qu'il y ait une extermination totale de tout ce qui vit sur Terre. C'est des robots lapins ou quoi? C'est des robots. Donc vraiment pas cool. Elisabeth trouve une solution. Elle fait franchement la vérité, tu m'as saoulé, mais mauvaise nouvelle, mais j'ai une solution. Ça va s'appeler donc sa solution Hop Zero et là vous l'avez Zero Down. Ça y est, pour ceux qui on sait jamais, mais pourquoi ce titre? Et voilà, c'est la solution d'Elisabeth Sauvé qui s'appelle Hop Zero. Et en fait, le but, c'est de laisser mourir toute l'humanité. Et donc, pire plan. Donc, pire plan, quasi. Mais la vérité, il n'y a pas le choix. En fait, c'est ça, ouais, c'est qu'elle se rend compte que c'est trop tard. Voilà. Donc, parer au plus pressé, quoi. C'est foutu, il faut tout laisser crever, il n'y a pas le choix, on n'a pas le temps de faire autrement. Et une fois que tout sera mort, là, sa solution, c'est de mettre en place un plan. Et ce plan, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Gaïa. Et donc, c'est des robots en fait qui vont appliquer cette solution pour restaurer la vie sur cette planète qu'il faudra même terraformer, hein, parce que je vous le rappelle, il n'y a plus du tout de vie. Hein. Tout ce qui vit, ça va être mangé par les robots. Et donc Gaïa, elle sera pas la seule IA, elle sera accompagnée de d'autres fonctions, en fait, toutes baptisées de dieux grecs, comme Gaïa. Donc il y aura Héphaïstos qui va créer les robots pour sauver tout ça. Il y aura Artémis qui va réintroduire la faune. Il y a Déméter qui va réintroduire la flore. Il y aura Éther qui va détoxifier l'air parce que l'air sera vicié. Il y aura Poséidon qui va détoxifier les océans. Parce que les océans, l'eau, franchement, sans eau, c'est chaud. C'est merde. C'est le bordel. Il y aura Apollon. Et Apollon, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauvegarder tout le savoir humain, ses fondations. Hein. Je sais pas si vous avez lu Fondation ou vu la série, mais c'est le même délire, c'est-à-dire que tout le savoir de l'humanité va être conservé. Comme ça, quand les humains vont revenir, et ben là, tenez les gars, on va vous faire gagner quelques siècles. On est là, nous, les additions, on sait quoi. Et il va y avoir le dernier système qui va s'appeler Hadès. Et lui, c'est le méchant parce que bon, il s'appelle Hadès quand même, c'est pas cool. Et donc lui, c'est le système de défense, c'est le système de sécurité. Si le plan il rate, s'il y a un truc qui va pas, ben lui, il est là pour tout détruire, tout reboot, si besoin, comme ça, ben Gaïa elle pourra recommencer de nouveau sur une terre vierge en fait. Donc méchant. Juste, il est là pour faire respecter le plan, tu vois. C'est un système de contrôle, quoi. Un système de contrôle. En fait, t'as l'échéance qui approche, hein, la fin du monde arrive, hein, et donc il y a certains qui croient à Hop Zero, hein, donc ils restent sur place, ils n'ont pas le choix, mais t'as des Bezos-like hein, qui partent dans l'espace avec des navettes hein, pour tracer la route. Bon, ils sont pas très importants. Et là, on passe en 2070, donc voilà, il n'y a plus rien. Les robots, ils ont tout rasé, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'humains, l'air est toxique, les eaux et les fleuves et les océans le sont aussi, la Terre est stérile, c'est un gros rocher sans vie, il n'y a plus de biomasse, du coup, les robots pharaons, les méchants, sont désactivés. Il n'y a que dalle, il ne se passe plus rien, c'est un rocher qui flotte. C'est l'ambiance. Et là, on passe à 600 ans plus tard. Il y a Gaïa qui débute sa reconquête. Elle a attendu quand même. Ouais, c'est vrai que j'avais plus, tu vois, cette ordre d'idée, de taille, de grandeur. Après, il n'y a pas 1 million de siècles qui se sont passés, tu vois. C'est pour ça 600 que... ans déjà, ça. Ouais, ça mais fait... on pourrait se dire, ah là là, mais tout le vestige des mondes, c'est pas normal, tout devrait être rouillé, tout devrait être, tu sais, en mode, tu sais, les T-Rex, quoi. Tout est enseveli sous la terre. Ouais. Non, il n'y a pas... 600 ans, oui, tu peux garder des traces des buildings et compagnie. Ça va, ça se gère encore. Surtout que là, ce qu'on produit là, on le sait, c'est pas bio, quoi. Donc ça va rester. Donc il y a les robots qui sont construits, dont les robots gentils, qui sont en forme de dinos. Et donc c'est l'IA qui a décidé de la forme par pure praticité, car c'est eux qui seront le plus efficaces. Et là vous vous dites, mais attendez, les dinos, c'est les gentils ? Eh bien oui, les dinos, c'est les gentils. Donc l'air et l'eau sont purifiés, les animaux sont réintroduits artificiellement et la planète redevient habitable. Donc les humains sont de retour, hein, d'abord sous forme de tribus, donc ils ont des croyances, et donc c'est pas toutes les mêmes croyances, donc forcément ils sont en guerre, les tribus évidemment. Et donc ils forment des villes, des tribus, et même une capitale hein, qui s'appelle Méridian. Et là vous vous demandez, mais pourquoi en fait ils n'ont pas toute la connaissance de l'humanité grâce à Apollon ? En fait, Pharaon, le méchant, vous vous rappelez ? Ah ben lui, il s'est dit, juste avant le déclin de l'humanité, il s'est dit, mais attends, si tout ça, ça a foiré, c'est parce que c'est nous, c'est notre connaissance, c'est notre savoir, c'est notre mentalité qui fait qu'on a raté. Donc, je pense que les nouveaux humains, il faut pas leur donner. Et donc, il a désactivé Apollon. C'est pour ça qu'on est en mode, dans Horizon, un peu âge de pierre,
petit peu Zion, quoi. Et là, donc là, on bascule quand même en 3020, on a encore un petit peu avancé, l'humanité sous forme de tribu a avancé, tout ça. Donc ouais, là, ils repartent un peu à zéro, quoi, l'humanité. On repart à zéro, les dinos sont gentils, tout se passe bien, c'est la vie, quoi, c'est tranquille. On est en 3020, et là, il y a un signal qui est envoyé à un Gaïa, et qui, ça perturbe les IA. Et alors ça, c'est vraiment le point de scénario. Alors si j'ai mal compris, si vous avez la précision, dites-le moi, mais pour avoir fait plusieurs bouquins avec toi sur le scénario des jeux, tout ça, il y a toujours un point où il y a un truc, il se passe quelque chose, et puis tu sais ni pourquoi ni comment. Alors peut-être dans Forbidden West, ça sera expliqué. Ce fameux signal a été envoyé à Gaïa, et c'est ça qui va perturber tout. Et là, comme il y a une perturbation, il y a Hades, il fait, attends, il y a un truc qui se passe mal, là. Donc ça foire. Et reboot, quoi. Donc lui, il fait, ok, j'entre en jeu, je reboot tout, je vais tout cramer, je vais tout raser, et on repartira. Et là, Gaïa, en fait, elle veut pas. En fait, vous remarquez que c'est elle qui est relou. C'est normal que Hades, il crame tout, quoi. Et donc là, elle va s'autodétruire pour empêcher Hades de prendre le contrôle. Elle est radicale, Gaïa, elle est pas là. Ce qui potentiellement va tout faire foirer. Je trouve que ouais, là, il y a le plan n'est plus respecté. Gaïa, elle respecte rien. Et donc à partir de là, les robots gentils, les dinos, ils deviennent hostiles et ils s'en prennent aux humains. Et Gaïa, donc on est d'accord, c'est elle qui fait n'importe quoi, elle va exécuter une fonction d'urgence qui va faire naître un clone d'Elisabeth Sobeck, donc la créatrice de Gaïa. Et en fait, comme ce clone d'Elisabeth Sobeck, elle a l'ADN, le même ADN, elle va pouvoir réactiver Gaïa dans un temps donné, machin. Et ce clone, vous l'avez deviné, c'est Aloy, l'héroïne de Horizon Zero Dawn. Donc Aloy, elle sera élevée par les Nora, ça sera une paria, car orpheline, évidemment, elle est née d'une montagne. Je dis pas de bêtises, c'est vraiment dans le jeu. Enfant, elle va fouiner un peu partout, elle va trouver un focus. Donc un focus, c'est comme un scooter de Dragon Ball. Donc pas un scooter pour rouler, un truc neuf. Vecteur de puissance. De puissance. Donc ça va lui servir à voir les choses en 3D, à voir le monde différent. Un peu c'est l'HoloLens de Microsoft, mais dans une licence Sony. Et grâce à ça, elle va pouvoir manipuler et gérer certains robots, elle va pouvoir les dompter. Donc elle va sortir de sa condition de paria, elle va devenir super forte, intelligente et douée. Vous avez compris que je faisais un saut dans le temps là. Elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Silence. Donc voilà, je suis obligé de l'introduire là, sinon... mais il y a plein de péripéties du jeu que, évidemment, je saute. Elle va explorer le monde, découvrir le passé de la planète. Elle sera confrontée à Hades, forcément, tu vois, la fonction qui doit tout raser, mais qui marche encore. Et ouais, elle veut faire son taf, Hades. Lui, c'est encore son bail, hein. Lui, il veut tout raser. Parce que du coup, Gaïa, elle a fait foirer le plan. Et donc, Hades, il manipule aussi, en parallèle de son ambition de tout raser, il va gérer un groupe d'humains. Une tribu sous le nom d'Eclipse. Alors, je sais pas si t'en souviens. Et en fait, eux, c'est un peu ils sont les tendus. Et donc, en fait, ils sont manipulés par Hades, qui pense que c'est une puissance absolue, tout ça. Et le fameux Silence, que je vous ai causé tout à l'heure, lui, c'est le fondateur d'Eclipse. Et en fait, il croit manipuler Hades parce que Silence, lui, son délire, c'est que donc là, vous avez capté le truc dans le jeu vidéo, c'est je suis, ah non, tu es lui, c'est toujours le moment où je suis celui que tu croyais que j'étais. Et en fait, Silence, il pense manipuler Hades parce que lui, son gros délire, et ce qu'il veut, c'est la connaissance. Lui, il veut savoir ce qui s'est passé avant, donc il a créé en fait Eclipse, faisant croire à Hades que Hades avait une tribu à ses pieds, quoi. Bon, on arrive à la fin du jeu. Hades, en fait, il veut se servir d'une grande tour de communication pour prendre le contrôle de tous les robots. Mais bon, Aloy, elle arrive à détruire la tour grâce à une lance qui est offerte par Silence, mais évidemment, c'est un cadeau empoisonné. Et grâce, en fait, comme Aloy, elle va transpercer Hades avec la lance, notre ami Silence va récupérer Hades avec lui à la fin du jeu. Aloy devient une légende, elle rassemble les peuples, elle est vraiment trop forte, sauf que du coup, on sait que Silence a récupéré Hades, et là, c'est la fin de Horizon, premier du nom, et on est sur Horizon 2, où là, il y a ce personnage, ce Silence, qui a Hades avec lui. Et ce qu'on sait, en fait, du trailer de Horizon 2, c'est qu'il y a un virus un petit peu chelou, qui attaque la flore, la faune et même les humains, un virus rouge qui infecte tout. Et ça se passe donc à l'ouest, et on a pu voir dans les différents trailers San Francisco. Voilà où on en est du scénario de Horizon 1. Ce qui est intéressant, c'est que Silence, c'est ça ? Silence, ouais. Elle a une relation avec Aloy tout le jeu parce que c'est un conseiller, un perso qui te parle. Tu vois que les deux n'ont pas le même avis et qu'ils se frictionnent parfois, mais
c'est considéré comme une aide en fait pour le joueur, quoi. Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est un peu lui qui trahit en devenant le grand méchant. T'as l'impression que t'es manipulé. Alors tout ça, tous ces jeux de dupes, moi c'est pas spécialement ça qui m'a intéressé, c'est vraiment ce lore que j'ai trouvé très intéressant, ces dinos qui sont en fait gentils, pourquoi ils ont été là, tout ce délire autour de Gaïa, l'intelligence artificielle et des fonctions subalternes qui ont toutes des noms de dieux grecs. Bah ouais, c'est un peu classique, mais moi ce folklore il m'a grave, il m'a chopé. Et en fait, il y a tout qui rentre dans l'ordre, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pour finir, je trouve qu'il y a les deux jeux qui ont des résonances avec l'actualité, tu vois, le premier Horizon, t'avais vraiment une emphase sur l'écologie, attention, on va tous cramer, et là le 2, c'est un virus qui est encore, tout ça est involontaire, je pense. C'est vrai, ouais. Donc voilà, pour le scénar, c'est bon, tu es prêt. Vous aussi, vous êtes prêts. Merci pour ce rafraîchissement de mémoire, parce que j'en avais besoin, parce que j'ai fait le jeu, je sais plus, il y a quoi, 1 an ou 2, et j'en ai pas trop de souvenirs du coup. Ouais, donc là j'espère que vous avez capté les enjeux de tout ça. Moi j'aime bien à chaque fois pour les suites refaire les jeux précédents, c'est pour ça que dans le cadre du Raid Alert, vous proposez un peu cette rubrique un peu mise à jour. J'ai envie de faire pareil pour Star Wars Jedi Fallen Order 2, un jeu qui n'a pas été annoncé, mais on le pressent. Qui devrait être annoncé bientôt, début mai, et qui sortira en fin d'année a priori. Voilà, donc moi je kiffe, et puis si on veut faire une rubrique Raid Alert, c'est toujours ça de prix, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Tu es dans le... Bon, donc là, Horizon sort aujourd'hui. On va se lancer tous les deux dessus. Alors moi, je veux me lancer sur Elden Ring après, donc je sais pas si j'aurai le temps de le finir une semaine, ça paraît quand même compliqué. Ça, je pense que c'est compliqué, ouais. Moi, on va voir si on fait un Raid Alert spécial dessus ou si on fait un Star Strike EX, à voir si ça vaut le coup de spoiler ou pas. Sur Horizon 2. Ouais, donc... Sur Elden Ring, ce sera sûrement un EX aussi, mais là, on attend la compagnie créole, quoi. Il y aura Ludo, il y aura Damien, donc qui ont écrit respectivement un bouquin sur Sekiro et Dark Souls. Donc franchement, on va les attendre, hein. Ils ont une expertise quand même très intéressante. Donc ouais, on verra pour Horizon et Elden Ring. Perso, moi, je pense que j'aurais pas fini Horizon 2 aussi non plus, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être un truc avec Moitié Sifu, tout ça. Enfin, j'ai peut-être un petit truc là-dessus. Voilà pour cet épisode de Raid Alert. À l'occasion de vous remercier de votre fidélité, vous êtes toujours plus, et c'est vraiment cool et c'est vraiment vrai, on est trop content, un format qui vous plaît. On a peut-être quelques surprises pour le mois prochain, on prépare des trucs, puis il se passe un truc le mois prochain, je crois, en mars, début mars, le 3 mars, un truc, je crois. L'anniversaire de sœur de... Oui, c'est vrai. Oh, c'est quoi, 7 ans, 8 ans 7 ans, putain, 7 ans, ça passe vite. Ouais, voilà. Donc merci à tous, l'occasion pour nous aussi de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo, et de vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, balu. Salut bye bye. Salut à tous.